Vous savez pourquoi Léa Salamé, Patrick Cohen, Anne-Sophie Lapix et tous les autres ne vous demandent pas de faire de dons? Eh bien parce que le service public se sert directement dans vos poches, via l'impôt, pour se payer grassement. Il se gave avec des subventions astronomiques, un fric fou pour vous abrutir, vous insulter et vous mépriser. TVL, c'est simple, c'est tout le contraire. TVL ne fonctionne qu'avec vous et pour vous. Pas de filet de sécurité, pas d'argent public, pas d'oligarques, juste la liberté et vous. Mais soyons clairs, sans vous, plus de nous. Alors soyez à nos côtés dès maintenant, n'attendez pas qu'il ne soit trop tard. Passez à l'action avant le 31 décembre, donnez à TV Liberté car chaque geste compte, je compte sur vous. Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, y a-t-il un pilote dans l'avion France? Et en seconde partie, quel bilan pour cette année de guerre et d'élection? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un homme de presse dont les fonctions de direction ont provoqué l'émoi de la bien-pensance. Il est vrai que c'est un homme de conviction, ami de Marion Maréchal et un proche d'Éric Zemmour. Il lui consacre d'ailleurs un livre intitulé « Zemmour président, de la fiction à la réalité ». Pourtant, il réfute l'idée d'être au service d'une mouvance. Il déclare au Figaro « Je suis un militant du journalisme, pas d'un bord politique ». Et le journalisme lui réussit bien. Après l'école supérieure de journalisme de Paris, il entre au Point. Il fait des chroniques sur Europe 1 et Sud Radio. Ses fréquentes apparitions TV aux côtés d'Ardisson, de Laurent Ruquier ou d'Arlette Chabot sont très remarquées. En 2013, il intègre le magazine Valeurs Actuelles, dont il devient très rapidement le rédacteur en chef du service politique. La direction éditoriale qu'il arrête est jugée trop favorable à Éric Zemmour et déplaît à l'actionnaire principal du magazine. Mais Arnaud Lagardère, qui voit en lui le redresseur de Valeurs Actuelles, lui propose de prendre la tête du journal du dimanche, dont le groupe de presse a été racheté par Vincent Bolloré. Sa nomination suscite des remous au sein de la rédaction du journal qui déclenche une grève de 40 jours. La non-parution du journal et la protestation de certains annonceurs n'entament pas la détermination de la direction. Il est donc la preuve que le noyautage de la presse par la gauche wokiste n'est pas une fatalité. Ce grand professionnel est parmi nous ce soir. Je vous demande d'accueillir Geoffroy Lejeune. Bonjour Geoffroy, soyez le bienvenu, je vous en prie. Installez-vous, on est ravis de vous accueillir. Et on peut applaudir alors tout le public qui est venu ce soir, puisque nous sommes diffusés le soir de Noël, donc c'est quand même un événement. On va passer cette soirée ensemble, donc merci à tous d'être là. On peut, je crois, aussi applaudir toutes les équipes de TVL qui ont fait ce décor, qui est quand même à saluer. On a mis les petits plats dans les grands, vous voyez, pour vous. On n'a pas tous les jours un décor comme ça. Alors, cher Geoffroy Lejeune, je vous présente aussi les invités sociétaires d'un soir qui vont vous accompagner, puisque c'est la tradition dans cette émission. Avec nous ce soir, alors justement, on va commencer d'abord galanterie oblige, bien sûr. Elle était venue lors de la dernière émission avec Sarah Knafo, et c'est peu dire qu'elle s'était fait remarquer. Alors, vous connaissez peut-être parce que vous intervenez dans le même groupe. Je vous arrête, je connais tout le monde ici. Mais vous connaissez tout le monde. Bon, bah voilà. Bon. En tout cas, pour les gens qui viendraient nous découvrir, c'est Sabrina Medjeber. Sabrina, vous êtes éditorialiste sur CNews et je le disais vraiment, voilà, une intervention qui avait été particulièrement remarquée lors de la précédente émission avec Sarah Knafo, que vous connaissez aussi, puisque évidemment vous connaissez tout le monde, quoi. À vos côtés, Sabrina, c'est Charles Pras, on peut l'applaudir bien fort.
Alors, je suis particulièrement heureux de recevoir Charles parce que ça faisait longtemps qu'on voulait te recevoir, parce qu'on va pas se mentir, on se connaît un petit peu hors antenne. Tu es ancien magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude, rien que ça. Et tu es surtout aujourd'hui délégué national de l'UDR, donc l'Union des droites pour la République, c'est ça que dirige Éric Ciotti. Alors, on est particulièrement, je disais, parce que, évidemment, tu as été candidat aux dernières législatives en Haute-Savoie, c'est ça ? Tout à fait. Et tu as surtout, ce que je disais voilà, en introduction, été particulièrement populaire, enfin tu as été médiatisé surtout parce que tu avais révélé donc qu'il n'y avait pas moins, si je ne me trompe pas, de 5 millions de fraudes de bénéficiaires de la protection sociale. Ça représente quoi? Ça près de 50 milliards potentiellement parce que là... C'est de l'enjeu de fraude, oui, une cinquantaine de milliards d'euros si on fait simplement une règle de 3 sur les dépenses de protection sociale qui sont à 900 milliards d'euros par an maintenant. Et ça, c'était quand en plus? Alors là, c'était en 2020. Donc là, d'après toi, on en est où? On est à peu près, on n'a pas bougé, on est à peu près au même niveau. Même étiage. Bon. Et donc, vous connaissez aussi Geoffroy Lejeune, Charles Prats, ouais. J'ai fait 20 fois des couvertures de Valeurs Actuelles à l'époque sur les travaux de Charles et encore maintenant d'ailleurs dans mes nouvelles fonctions, ouais, bien sûr. Ouais. Et je lui ai promis un scoop pour le JDD. Ouais. J'ai pas oublié et je le lui donnerai très vite. Ah bah, non mais juste entre nous avant, c'est quoi? Non on est le soir de Noël et c'est quoi le cadeau là? Justement, ça, c'est un cadeau. On le garde pour nous, mais voilà, c'est un cadeau pour moi lui. je suis assez admiratif du travail de Charles et surtout pendant des années, aujourd'hui maintenant il y a une prise de conscience, mais pendant des années dans l'indifférence générale ou alors sous les colibets ou sous les invectives de gens qui disaient que c'est faux, que c'est pas sérieux, etc. T'as quand même perdu ton boulot dans l'histoire. On m'a un petit peu embêté. Ouais, voilà. Donc, non, moi j'ai une grande admiration. Ouais. Bon, bah écoutez, en tout cas, on est ravis de vous avoir. Alors, c'est aussi une première, donc je suis particulièrement heureux de le recevoir. Alors, c'est plutôt un peu l'éminence grise du média, concurrent, mais néanmoins ami, parce qu'il y a pas mal de médias alternatifs, mais en tout cas, un petit peu, on va dire, patriote dans notre sillage. Il n'y en a pas beaucoup, et vous en faites partie. Et puis, en plus, vous avez une actualité, puisque c'est le magazine Omerta, donc qui est alors dirigé évidemment par Régis Le Sommier, médiatiquement, c'est le directeur de la rédaction. Mais alors, vous êtes le fondateur, hein, c'est même l'étage du dessus. C'est Charles d'Anjou, on peut l'applaudir bien fort. Alors Charles, en plus, je vais le montrer à l'antenne puisque c'est le numéro qui est sorti donc la semaine dernière, donc avec en couverture évidemment Béatrice Rosen, Christine Kelly, Sonia Mabrouk. Alors on remercie. Alors, on me dit de le remontrer à la régie, mais on va le remettre de toute façon en illustration à l'antenne, évidemment, cette couverture. Donc, c'est le magazine Omerta qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Donc, on remercie tous ceux qui en ont parlé, même en mal, hein, puisque parler de nous, même en mal, du moment que vous parlez de nous, c'est voilà, un étiage bien connu pour faire... parler d'un magazine. Vous connaissez un petit peu Omerta, le jeune? Alors, j'ai rencontré Charles du coup au moment du lancement. Je pense qu'on s'est. Alors non, on avait joué au rugby ensemble une fois avant. C'est ça. C'est vrai qu'au niveau carrure, là, il y a du matos. Et donc je lis Omerta évidemment, et c'est une très bonne idée de couverture, et je pense que ça va très bien marcher. Eh bien écoutez, en tout cas, on est ravis de l'avoir. Et puis alors le petit dernier, alors c'est un peu l'outsider parce qu'il vient vraiment régulièrement maintenant, mais c'est un plaisir de l'accueillir sur TVL. C'est Radouane Kourac. Alors Radouane Kourac qui travaille... C'est un peu différent du JDD et d'Omerta, mais bon, c'est vrai qu'on a fait quand même quelques petits événements ensemble. Voilà, il travaille chez Entrevue et puis il est surtout connu pour avoir épaulé encore Cyril Hanouna. Alors j'ai vu là depuis la semaine dernière, là, vous êtes en vacances. On ne sait pas si ça va reprendre, mais alors en tout cas toi, tu t'es fait remarquer la semaine dernière, ça fait tout juste une semaine, c'était mercredi dernier, tu avais organisé une manif en soutien à Cyril Hanouna et à TPMP, enfin et à C8. C'était au pied de l'Arcom. Et il y a eu un buzz incroyable suite à cette manif. Le buzz, c'était un événement. C'est qu'en fait, Cyril est venu et a participé à la manifestation. On avait annoncé la veille sa présence. Cyril est venu, on est venu dénoncer la censure grandissante en France, la censure qui croît dans notre pays et les décisions purement arbitraires de l'Arcom. On vit à une époque où les Français n'ont plus les moyens d'aller au théâtre, n'ont plus les moyens d'aller au cinéma. On leur enlève leur dernier plaisir, le premier talk show de France. On trouvait que c'était normal d'organiser cette manifestation avec Hanouna. Bon, bah écoute, en tout cas, bravo à toi. Geoffroy Lejeune, vous êtes dans le même groupe que Cyril Hanouna. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, je me doute un petit peu que vous allez aussi vous indigner, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'au-delà de Cyril, c'est vrai que ça dit quoi
la liberté d'expression? Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais ce qui m'a choqué, c'est vraiment c'est les autorités administratives indépendantes, donc l'Arcom en fait partie, qui ne sont élues par personne, qui nous coûtent de l'argent, parce que le fait, dans le budget Barnier qui a été censuré par l'Assemblée nationale, c'était un des rares postes de l'État dont le budget augmentait, alors que ces gens ne sont pas élus, ces gens n'ont aucun pouvoir légitime en tout cas, et prennent des décisions qui ont un vrai impact. Et au-delà de ça, moi j'ai travaillé avec Cyril Hanouna dans une émission qui s'appelait Balance ton poste de 2020 à 2022, je crois. Et j'ai adoré bosser avec lui. Enfin, tu vas confirmer, mais c'est formidable. Mais moi, je suis un enfant des années 2000, finalement. Je n'ai grandi qu'avec la télé Hanouna. Et l'un de mes objectifs, après mes études de journalisme, c'était de travailler avec Cyril. Et dès lors que j'ai commencé à bosser avec lui, en fait, ce que vous voyez à la télévision, c'est totalement conforme à ce qui se passe en coulisses. On ne vous donne aucune consigne. Vous avez une liberté totale. Cyril est une personne exceptionnelle. Et c'est un groupe formidable. Au-delà de ça, ce qui est vrai que c'est bien, on a la chance d'avoir un ancien magistrat avec nous. Les recours, là, engagés par donc, le groupe Canal devant le Conseil d'État, vous pensez que ça a une chance d'aboutir ou pas, Charles Prats? Vu comment je connais le Conseil d'État, je pense que ça a une chance de ne pas aboutir, surtout. Maintenant, juridiquement parlant... on se souvient que le Conseil d'État avait repêché une chaîne qui s'appelait Numéro 23 de mémoire. On en avait beaucoup parlé avec Didier Maisto à l'époque. Et là, c'est curieux. C'est comme ça. Non, mais bon, là, je pense que le groupe a dû introduire de nouveau un référé, puisqu'en fait, ils avaient déjà fait une première procédure, mais qui a été jugée irrecevable parce qu'il n'y avait pas de décision formalisée. Officielle. Et donc, on ne pouvait pas faire un recours contre une non-décision. Maintenant que la décision est formalisée, le groupe va certainement faire à la fois un recours en annulation et un référé suspension, en essayant d'expliquer qu'il y a urgence. Alors, est-ce que le Conseil d'État va considérer qu'il y a urgence ou pas? Parce qu'il y a une appréciation de la notion d'urgence par le juge des référés administratifs qui est assez particulière. C'est pas vraiment l'urgence au sens commun du terme, mais je crains que, malheureusement, non, ça va pas le faire. Alors, peut-être ce serait la bonne surprise, qu'il y aurait une annulation de la décision, mais je crains qu'en fait, les choses ont été posées. En tout cas, là, il y a quand même ça s'est arrêté en tout cas le 27 février. Mais ce que dit Charles, c'est une question technique. Est-ce que le Conseil d'État est obligé de se prononcer avant le 1er mars? Parce qu'après le 1er mars, on a de nouvelles chaînes qui doivent occuper ces canaux. Et le cas échéant, le juge des référés, oui, parce que si tu as une saisine du juge des référés, ils vont statuer, ça va statuer dans les 15 jours à un mois. En revanche, le recours au fond, lui, ça va être un an. Voilà. Donc, effectivement, tu peux avoir une vision des choses qui serait assez, assez subtile, qui serait de dire on ne considère pas qu'il y a urgence à statuer parce que pour X ou X raison, ça ne remet pas en cause le modèle économique du groupe, etc. Donc, il n'y a pas urgence à statuer tout de suite. Le recours en annulation est déposé, mais au mois de mars, il y a une nouvelle chaîne qui arrive, et derrière de dire maintenant non-lieu à statuer, puisque de toute manière la cause est entendue, il y a une nouvelle chaîne, il n'y a plus de place sur les fréquences TNT, etc., etc. Donc ça peut être une vision que pourrait développer le Conseil d'État, ce qui serait pas très normal, mais bon voilà. Donc et puis après il faut voir quels sont les moyens en fait de nullité qui sont soulevés par la chaîne. Pour faire annuler la décision. Donc ça, n'étant pas dans le dossier, n'ayant pas vu les moyens articulés, ça je peux pas te dire ce que ça va donner. En tout cas, on va suivre ce dossier évidemment avec attention. Et puis il y a aussi un petit dernier que j'ai oublié de présenter, enfin plutôt j'avais pas oublié, mais je comptais le faire plus tard, mais je le vois déjà un petit peu s'agiter. Il caricature en live donc vos bobines. Donc c'est Ignace. On peut applaudir bien fort Ignace. Voilà. Souriez, mais vous souriez peut-être moins après. Alors, cher Geoffroy Lejeune, on va commencer cette émission, si vous voulez bien, en parlant quand même un petit peu de vous, puisque ça fait presque 1 an et demi, si je ne me trompe, que vous êtes à la tête donc, de la rédaction du JDD, le journal du dimanche. Quel bilan vous faites de ces presque 17 mois à la tête de cet hebdomadaire quand même iconique? Alors déjà, je vais commencer par dire que le portrait qui a été fait de moi en début d'émission était extrêmement flatteur. C'est super agréable, j'ai pas l'habitude, mais c'était un peu too much. Je suis pas un mec aussi génial que ce qui a été dit. Le bilan que je fais, alors c'est marrant parce que c'est une question que je me pose jamais. La vie va trop vite. Le JDD, ça recommence tous les samedis pour nous parce qu'on boucle le samedi. Maintenant, on a un magazine qui sort le mercredi, donc en fait, on est un peu tout le temps en train de faire un journal, des journaux. Donc, je me suis jamais vraiment arrêté et posé sur cette question. La seule chose qui me vient tout de suite, c'est
qu'est-ce qu'ils ont raconté comme bêtises, en fait, quand je suis arrivé. Ça, c'est vraiment ce qui me saute aux yeux. Donc, vous veniez de Valeurs Actuelles, on l'a dit, puisque beaucoup de gens ici vous connaissaient par Valeurs Actuelles. En fait, j'y ai passé 12 ans et à la fin, j'en étais le directeur. J'ai été viré et à ce moment-là, Arnaud Lagardère m'a récupéré, m'a proposé de rejoindre le JDD et ça a provoqué l'émoi qui était, pour le coup, ça s'était raconté assez justement, l'émoi qui était raconté dans le sujet au tout début et c'est 5 semaines de grève, 5 numéros qui ne paraissent pas, une rédaction qui est à 99% en grève. Ça ressemblait un peu à l'époque de CNews repris par Vincent Bolloré. Ouais, c'était en gros la même chose, bien sûr. Et en fait, moi, j'ai vécu ce moment, j'y étais, enfin, j'étais physiquement présent là-bas. Et j'ai vraiment, j'ai trouvé ça, comment dire, assez véhément, quoi. Non, j'ai pas résisté spécialement, c'est pas moi, c'est les patrons qui ont été courageux, parce qu'ils ont tous tenu bon et qu'ils ont résisté. C'est pas toujours le cas, faut quand même le préciser. Il y a récemment une histoire, par exemple, avec un jeune homme non, c'est pas Marianne, c'était le groupe Bayard, un jeune homme de très grande qualité, qui, notamment la Croix, qui était pressenti pour devenir, je crois, le directeur du développement. Il y a eu une grève de 3 jours et il a été, finalement, il n'est pas venu alors qu'il devait venir. Bref, donc voilà, ils n'étaient pas obligés de tenir et ils ont tenu, c'est pas moi qui ai tenu. Et en fait, à l'époque, ce qui m'a frappé, c'est que je lisais et j'entendais dans les médias un portrait de moi qui était terrifiant. J'avais moi-même peur de ce qui était raconté. Et en fait, je réfléchissais beaucoup, ça a duré longtemps, ça a duré 5 semaines, donc j'ai eu le temps de me poser la question de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais faire quand ce sera fini, et j'ai juste essayé de faire mon boulot en fait. Et 1 an et demi après... C'est très différent de diriger Valeurs Actuelles et le JDD. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vraiment un métier très très différent. C'est pas une question d'ailleurs tellement de fond, parce que moi j'ai pas changé, je suis le même. La ligne éditoriale n'était pas la même à la base. Non, bah, ça pour le coup on se refait pas, mais comment dire, c'est quoi la ligne éditoriale, pardon de vous interrompre, mais JDD aujourd'hui, si vous deviez définir la ligne éditoriale de ce journal, ce serait... En fait, le JDD, c'est un journal ultra particulier, j'ai compris tout ça d'ailleurs en commençant à y travailler, c'est le journal du dimanche. Je suis désolé de le dire comme ça, ça paraît débile, mais en fait c'est le journal que les gens vont chercher. Donc il y a des gens qui vont acheter un journal le dimanche matin parce qu'ils ont envie de... Alors il y en a plusieurs, il y en a 3 notamment, la Tribune Dimanche, Le Parisien et nous. Et en fait ils ont ce besoin de lire le dimanche un contenu qui va les éclairer sur la semaine qui va commencer et qui, si possible, va leur apporter une information nouvelle sur notamment c'est un jour très politique le dimanche. Les politiques veulent s'exprimer le dimanche, etc. Donc c'est un autre écosystème. Valeurs Actuelles, c'était un magazine qui était dans le match des hebdos avec Le Point, l'Express, le Nouvel Obs, etc. Et là, c'est un quotidien du dimanche et c'est un truc qui n'a rien à voir. Donc en fait, dans la manière de faire le boulot, c'est pas la même chose. Dans la manière de concevoir son journal, c'est pas la même chose. Dans la manière de se battre pour avoir des exclusivités ou des opportunités, c'est pas la même chose non plus. Enfin, il n'y a pas grand-chose de commun en réalité. Après, moi, mes idées sont les mêmes qu'à l'époque, j'ai pas du tout changé. Et donc, oui, évidemment que si le journal avant que j'arrive était ceci ou cela, bah, il est plus comme ça parce que je suis différent. Parce que sur la ligne politique, vous êtes plutôt quand même officiellement plus à droite, non ? Je pense que tout le monde le dit, c'est pas faux, ça me dérange pas. Et en revanche, par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un journal qui doit éclairer les gens sur ce qui va leur arriver et sur les grandes décisions qui vont être prises par les décideurs pour l'avenir du pays. Donc notre métier, une partie de notre métier par exemple, c'est de parler au gouvernement. Donc moi je suis arrivé sous un gouvernement, je crois que c'était Elisabeth Borne, et en fait, il y a un enjeu qui a été tout de suite hyper important, c'était de parler au ministre en fait, de savoir ce que prépare le ministre du budget. Il a toujours cette aura, ce journal, donc pour en effet, c'est comme les émissions politiques du dimanche, c'est toujours très prestigieux d'avoir une interview dans le JDD, et après avoir eu cette période un peu de flottement au début... pour répondre à la question de manière très honnête, cette aura, il l'a perdue quand je suis arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, tout a été fait d'ailleurs pour expliquer que ça ne servait plus à rien de parler dans le JDD. Et donc du coup, moi mon boulot au début, ça a été de reconstruire ça, exactement, c'était expliquer au ministre en fait que on avait des lecteurs encore, d'ailleurs peut-être même plus qu'avant. Ensuite on avait encore un impact. Ça marche, non, mais il faut le dire. Franchement oui, après la presse écrite c'est compliqué, etc. Mais oui, en vente ça marche. Moi je suis super content et d'ailleurs très reconnaissant aussi du soutien de beaucoup de gens. Je pense qu'on a perdu des lecteurs, mais on en a gagné d'autres aussi. Enfin, je ne saurais même pas vous dire qui c'est, parce que c'est beaucoup des gens qui vont acheter en kiosque. En fait, on les connaît pas, on n'a pas leur adresse mail, leur adresse postale. Vous diriez que le JDD est aujourd'hui plus lu et plus influent qu'il ne l'était avant sa
reprise par Vincent Bolloré, in fine? Alors les chiffres le disent. Après, j'en sais rien. C'est pas, enfin, je veux pas être prétentieux non plus, mais les chiffres disent qu'on a une augmentation cette année. Ouais, donc dans un contexte super compliqué, je suis hyper heureux et surtout reconnaissant, quoi. Donc c'est Vincent Bolloré, votre boss. Hein, vous êtes proche de lui? Alors les gens ont dit que j'étais son, je sais même plus quel terme a été utilisé, son affidé, très proche de lui. J'ai été même présenté un jour dans la presse, je sais plus dans quel journal, comme un de ses plus proches, etc. Non, je sais pas si, il a des proches et je sais pas s'ils sont dans les médias. Enfin, vous lui parlez régulièrement? Ah oui, bien sûr, mais je le connaissais pas avant. Je lui parle régulièrement. Non, j'ai des réunions avec lui de travail et donc du coup je travaille avec Vincent Bolloré. Mais c'est un grand plaisir, c'est ultra challengeant, mais par contre de là à dire qu'on est proche, il ne faut pas exagérer. Le fait que la plupart des grands médias soient dirigés par ce qu'on appelle des milliardaires aujourd'hui, est-ce que c'est pas quand même quelque chose qui vous choque, Geoffroy Lejeune? Non. Enfin, moi je connais bien le modèle économique de la presse écrite et en fait, sans milliardaires, ça marche pas. Donc je préfère qu'il y ait une presse écrite avec des milliardaires que pas de presse écrite. Après, je vois, TV Liberté est un bon exemple, hein, mais je vois qu'il est possible de créer des médias autrement, enfin, sans ce genre de modèle capitalistique. Et tant mieux en fait. Et moi d'ailleurs, peut-être que ça va m'intéresser un jour de faire autre chose et d'essayer de créer mon média avec un autre modèle économique, sans soutien financier, etc. Mais en attendant, voilà, les grandes chaînes de télé, ça perd de l'argent. Donc si vous avez un milliardaire, ça marche pas. Les grands journaux, ça perd de l'argent ou ça en gagne pas beaucoup. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un qui est derrière vous, ça marche pas. Et je préfère que ça existe en fait. Juste pour terminer sur un petit peu les discussions autour du groupe dont vous faites partie, je disais, voilà, Cyril Hanouna, le retrait aussi des chaînes du groupe Canal de la TNT. Vous avez suivi ça un petit peu de loin. Ça vous a surpris? Vous y attendiez? C'est quoi? Parce que le cinéma français, là, on l'a pas trop dit, mais c'est un petit séisme qui se joue, puisque Canal s'est retiré et maintenant est coté à la Bourse de Londres. Et donc, c'est-à-dire que les 200 millions qui étaient distribués dans le ciné, il n'y en aura plus beaucoup. En tout cas, ce sera différent. C'est un juste retour des choses par rapport à... Moi, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je suis pas dans le secret des dieux et par ailleurs, je suis pas expert du tout de ce secteur-là. Mais par contre, ce que moi j'ai suivi et vécu, c'est l'acharnement en fait de l'Arcom à comment dire déjà. En fait, je vais vous dire, je l'ai vécu personnellement. L'année dernière, la chaîne CNews où je travaille a été sanctionnée à hauteur de 50 000 € pour des propos que j'ai tenus. Et j'invite ceux qui nous regardent à aller regarder ce que j'ai dit. J'ai expliqué en gros que l'antisémitisme était une conséquence de l'immigration. Je crois vraiment que c'est très compliqué de me contester ça. Et d'ailleurs, j'avais écrit à l'Arcom en argumentant les raisons pour lesquelles j'avais dit ça. J'avais fait un long courrier que d'ailleurs je devrais publier parce que c'était très étayé. Et j'avais une longue phrase. Rien n'était condamnable. C'est-à-dire que devant un tribunal, personne m'a attaqué, mais personne ne m'aurait condamné devant un tribunal pour avoir dit ça. Mais l'Arcom s'est substitué à la justice et a décidé de sanctionner CNews à hauteur de 50 000 €. 50 000 €, je veux juste dire à ces gens en fait ce que ça représente pour les gens. Moi, je connais des gens qui n'ont pas gagné 50 000 € dans leur vie, des femmes au foyer notamment, des gens qui n'ont pas rien fait de leur vie non plus. Là c'est le groupe c'est le groupe Canal. C'est pas quelqu'un qui est condamné à ça. Et alors, bien sûr. Et alors, 50 000 € c'est l'embauche d'un jeune que vous n'allez pas faire. Enfin, c'est même plus que ça d'ailleurs. L'embauche d'un jeune que vous allez dire ça dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Et en fait, j'ai été ultra choqué par ça. Et comme ça me concernait personnellement, j'avais vraiment suivi la procédure. Il y avait un rapporteur indépendant qui avait dit ces propos ne sont pas sanctionnables. Et l'Arcom a quand même décidé de les sanctionner. Donc, si vous voulez, en fait, je vois la volonté acharnée de vraiment faire rendre gorge. Et je me dis, mais moi, si j'étais au pouvoir, je me permettrais pas ça avec mes opposants. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais je pense que ces gens-là vont beaucoup trop loin et qu'ils ont un énorme problème avec le pluralisme, avec le fait qu'on ne soit pas d'accord avec eux, avec peut-être aussi le fait qu'on ait raison aussi, parce que ça fait quand même, on représente un courant de pensée qui a eu raison et qui n'a pas été écouté, et le pays a beaucoup de problèmes à cause de ça. Et je suis, en fait, moi ça me choque. Désolé de le dire comme ça, je suis choqué. Sabrina, justement les déclarations qu'il avait eues, qui lui ont valu cette condamnation, ça vous avait pas plus choqué que ça ? Ça m'a choqué d'ailleurs, j'avais bien même envie... La condamnation vous avez choqué. Absolument, mais bien sûr. Mais les propos, non.
Non, je veux dire, encore une fois, cette thèse, elle est largement étayée, certifiée, vérifiée par des chercheurs, des philosophes, des sociologues, des criminologues. Enfin, l'antisémitisme, le nouvel avènement de l'antisémitisme en France, il est prouvé, évidemment. Et Geoffroy, il est journaliste, donc il a une déontologie. Il n'est pas dans l'idéologie. Lorsqu'il tient un propos, il le vérifie, il le certifie, il le valide avec des sources solides. Donc, le travail de Geoffroy n'est absolument pas à questionner. Ce qui est à questionner, en revanche, c'est la façon, c'est la censure, c'est le totalitarisme qui s'installe dans ce pays, précisément parce qu'aujourd'hui, les faits, la réalité qu'ils ne cautionnent pas, leur éclate au visage. Et donc, le seul moyen, le seul verrou qu'ils ont, c'est la censure, la fermeture et l'intimidation et la judiciarisation de la pensée. C'est ça qui est très grave. Et ça me fait penser à la thèse de Michel Maffezoli lorsqu'il dit les élites, lorsqu'elles prennent faim, elles deviennent totalitaires. Et l'exemple de ce qu'a vécu Geoffroy, c'est précisément ça, quoi. Donc évidemment qu'on apporte notre soutien à Geoffroy, comme à d'autres d'ailleurs. Ça s'appelle la liberté d'expression. La liberté d'expression. Alors justement, c'est intéressant d'avoir aussi le regard de Charles sur cette judiciarisation, je disais, de la parole de plus en plus. Quel est votre regard sur la liberté d'expression, Charles, aujourd'hui ? Là, en l'espèce, c'est pas de la judiciarisation, puisque c'est une décision administrative pure, et donc le juge n'est pas intervenu là-dedans. Mais bon, de toute manière, vous avez effectivement une judiciarisation, une pénalisation de la parole. Et donc il y a une stratégie, ce que d'aucuns ont appelé le djihad judiciaire d'ailleurs, qui consiste à menacer de poursuites pénales toute personne qui s'exprimerait en dehors de ce que la doxa admet. Et c'est quelque chose qui est très concret. Bon, on parlait tout à l'heure dans la présentation de Geoffroy d'Éric Zemmour. Éric, il en a quand même pâti, alors que parfois il a dit, et je suis bien placé pour le savoir, et comme beaucoup de magistrats, parfois il a dit des choses tout à fait vraies que l'on constate. C'est-à-dire, j'invite les gens, parce que les audiences dans les tribunaux sont ouvertes, elles sont publiques, j'invite les gens à aller se balader dans les tribunaux les après-midi pour voir ce qu'on appelle les audiences de comparution immédiate, et de constater d'eux-mêmes qui est dans le box des prévenus. Voilà, terminé. Je ne le dirai pas ici parce que j'ai pas envie de devoir aller encore plaider, etc. Mais il suffit, les gens, je les invite, c'est gratuit. Aller dans les tribunaux, l'après-midi, en général ça commence à 13h30 ou à 14h, dans tous les tribunaux de France et de Navarre, et vous regardez les audiences de comparution immédiate. Alors c'est plus simple dans les grandes villes parce qu'il y a plus de volume, donc il y en a tous les jours. À Paris, si vous êtes à Paris, ce qu'on appelle la 23e chambre, donc en général il y a 23 et 23-2, et puis vous avez une quinzaine de personnes tous les jours qui passent au tribunal, puis vous regardez. Vous verrez ce qui s'est passé dans les 48 heures précédentes dans votre ville, dans votre secteur, et vous verrez qui a fait quoi. Juste un exemple, parce que vous savez qu'aujourd'hui, Elias Dimzalen a été passé, donc il y a eu un délibéré, 4 mois de prison avec sursis pour avoir lancé l'intifada, pour avoir appelé à l'intifada. Et des avocats qui ont de été Paris. exfiltrés. J'ai découvert qu'il y avait eu lors de la plaidoirie après des avocats qui étaient du côté de la partie plaignante, qui avaient été exfiltrés par un souterrain. Oui. Alors, j'amène ce propos par rapport au point névralgique justement de ce totalitarisme qui arrive dans certains organes chez certains organes de presse, c'est que il taxe un journaliste de frontière d'extrême droite. Il lui dit, il l'appelle comme ça en lui disant, Jordan Florentin, pour ne pas le citer, vous c'est l'extrême droite. Alors moi je veux bien extrême droitiser la presse, ça ne me pose pas de problème, mais lorsque ça émane d'un identitariste, d'un communautariste, d'un endogamiste, d'un islamiste, d'un fiché S qui appelle à l'intifada, et de voir précisément par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Soudet, qui est députée de la France Insoumise, lui rendre visite au commissariat le jour où il est placé en garde à vue, vraiment, c'est quand même assez illustratif de la déchéance morale de certains politiques vis-à-vis de la liberté de la presse. Vraiment, ça me faisait juste penser à ça, quoi. En tout cas, voilà. Une réaction par rapport à ce que vient de dire Sabrina, Geoffroy. Est-ce que moi j'avais envie de rajouter. Alors d'abord une réaction et après vous me direz, est-ce que vous auto-censurez parfois sur des sujets? Alors d'abord une réaction suite à ce qu'a dit Sabrina là sur en effet cet anathème d'extrême droite dont sont affublés tous les gens qui comme nous
Sortons un peu de la doxa, ça vous touche même plus, non? Alors, je peux vous raconter, parce que je suis d'accord avec ce que Sabrina vient de dire, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, ça finit par ne plus rien faire. Moi, ça a dû se jouer, à mon avis, au moment où je suis arrivé au JDD, je pense. Ça a été tellement écrit, ça a fini par me fatiguer, me lasser, et j'ai remarqué même que ça lassait les gens qui le disaient. Et donc, il est arrivé que je sois qualifié de journaliste conservateur, par exemple. Eux-mêmes, ils en ont eu marre de se répéter, en fait. Et donc, non, il faut décider d'en avoir rien à faire. C'est Mathieu Bock-Côté explique ça parfaitement, mais c'est un combat politique qui passe par la sémantique et en fait il faut décider de passer outre, sinon vous faites rien. Ensuite sur l'autocensure, il m'arrive très souvent de m'auto-censurer. Alors c'est quoi les sujets sur lesquels vous autocensurez? Tous les sujets, c'est-à-dire qu'en fait j'essaie de dire le moins de bêtises possible ou qu'on écrive le moins de bêtises possible. Et l'actualité va très vite. Il y a très souvent des moments en fait si on ne s'auto-censure pas, on a tendance à écrire ce qu'on croit être évident, etc. Et donc, moi, je suis un type super prudent. Je fais très attention. Je dis aux gens avec qui je travaille de faire super attention. On est globalement au JDD ultra précautionneux sur à peu près tout. Donc oui, quand vous voyez, je vous donne un exemple qui va vous parler, mais quand vous voyez, c'était arrivé un samedi soir assez tard pendant le bouclage du JDD, donc du coup, on était en train de finir le journal et il y a l'attentat du pont de Bir Hakeim. Nous, de notre bureau, on voit de nos bureaux, on voit le pont de Bir Hakeim, en tout cas, on voit la lumière du pont de Bir Hakeim. On voit qu'il y a beaucoup de lumière et on sait qu'il y a un attentat on sait qu'il y a quelqu'un qui vient d'être tué. Et à ce moment-là, tout indique globalement que c'est un attentat d'un islamiste. Il n'y a pas beaucoup de surprises en réalité. Et comme on est habitué à traiter ce genre de sujet, on sait que c'est ça. Mais on ne sait pas parce qu'on n'a pas confirmé l'information, parce qu'on n'a pas, la personne au courant qui nous dit oui c'est ça, vous pouvez y aller, etc. Donc ce jour-là, on a écrit très peu de choses en réalité. On n'avait pas beaucoup de temps. Quelqu'un est parti, un de mes collègues, Raphaël Stanville, est parti sur le pont de Bir Hakeim pour essayer d'aller voir en catastrophe, etc. Puis en fait, à la fin, on n'a pas réussi à écrire ce qui pourtant, le lendemain matin, était une évidence pour tout le monde. Je me souviens que le ministre de l'Intérieur était venu sur le pont, qu'il avait commenté sans dire grand-chose, etc. Et ça, c'est de l'autocensure et en même temps, c'est de la prudence. On est obligé ça arrive très souvent qu'on soit obligé de... C'est qui les principaux, c'est quoi ou qui les principaux ennemis de la liberté d'expression pour vous? Alors, si jamais vous pensiez à l'autocensure, il faut, pour le coup, je pense qu'il faut, quand on sait que quelque chose est vrai et qu'on ne le dit pas, là, pour le coup, ça devient une défaite de l'esprit, de la pensée, même de notre métier, donc on le fait pas. Il y a plein de sujets récemment, dans les années qui viennent de passer. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de moments où c'était super dur de dire ce qu'on croyait être la vérité, et pourtant, il fallait le faire. Je pense notamment à la question du vaccin, qui a été pour moi une révélation. On pouvait pas dire à un moment donné, on pouvait pas dire en tout cas on était embêté quand on disait que le vaccin empêchait la transmission, sachant que toutes les autorités de santé le disaient. Et quand on le disait notamment sur YouTube, je suis désolé, j'espère que je vous poserai pas de problème, mais quand on le disait sur YouTube, on était censuré, la vidéo était censurée. Moi j'ai été ultra choqué par ça à l'époque, vraiment. Et donc je pense que dans ces cas-là, il faut le dire quand même les choses et puis payer le prix en fait. C'est malheureusement, je veux dire, on n'est pas Solzhenitsyn non plus, on finit pas en prison au goulag. On paye un peu moins cher qu'à certaines époques de l'histoire le prix de dire la vérité, mais il ne faut pas lâcher là-dessus. Allez, Radouane, une réaction ainsi que Charles, et on lance le premier débat. Moi, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, que ce soit par Geoffroy, Sabrina ou même Charles, mais aujourd'hui, la censure est à tous les étages de la société. On parle de l'Arcom, qui décide de fermer de manière arbitraire des chaînes. Mais parlons également des réseaux sociaux. Instagram, qui cet été ferme le compte d'Alice Cordier, qui ferme le compte Occidentis, mais également une censure financière, bancaire. Il y a des établissements financiers, des banques qui ont décidé de fermer des comptes bancaires sans motif. Les banques ne sont pas tenues de donner de motif et ferment des comptes pour des raisons purement politiques. Le compte bancaire du média, par exemple, l'Incorrect. La censure est vraiment à tous les étages. Et moi, j'ai des amis qui peuvent être militants dans des partis politiques dits de droite, qui aujourd'hui ont des difficultés à trouver un travail, qui ont des difficultés à trouver un logement. Et c'est uniquement dans un sens. Si vous êtes du bon côté de la doxa, nous ne sommes pas du bon côté de la doxa pour la doxa, justement. Donc ça nous handicape fortement dans la société. Et moi-même, je fais attention aujourd'hui à tout ce que je dis. Je le regrette et je m'en excuse si Cyril regarde cette émission, mais TPMP a déjà eu des amendes à cause de propos que je juge moyennement importants. Je peux les répéter. Une fois. Tu peux éviter. Là, mais j'avais dit qu'il y avait un lien entre immigration et insécurité, qu'il suffisait de regarder les repas qui étaient distribués pendant le Ramadan en prison et que les repas diminuaient fortement pendant le Ramadan. C'était une étude très sérieuse. Pour ça, on avait eu une sanction, une amende de, je crois, 50 000 €. C'était en 2022. La censure est à tous les étages de la société. On ne peut plus rien dire dans ce pays. Et la France était le pays de Voltaire. Malheureusement, de plus en plus,
plus, on devient le pays de Caligula, un pays qui, face à des opinions divergentes, préférera la terreur au dialogue. Ouais, c'est juste. Allez, Charles d'Anjou. Et on lance le premier débat, René Labour. Non, mais c'est vrai qu'il y a une presse un peu à deux vitesses. Il y a une Toi, presse Omerta, enfin, c'est vraiment... Alors nous, on a l'Arcom aussi, aussi, quand sur même le dos. On a reçu une lettre au mois de septembre, une injonction de communication d'éléments administratifs. Et pourtant, je pensais que sur Internet, on ne lève pas de l'Arcom. Je pensais aussi, en fait, non, on a eu l'obligation de répondre, donc on a communiqué les éléments qui étaient demandés. Après, c'est vrai qu'il y a toute une presse qui est tolérée, encouragée à coup de subventions et d'autopromotion mutuelle qui est France Inter, Libération, etc. Là, ça pose aucun problème. Le système est tombé sur deux hicks. Le premier, c'est effectivement le fait que Vincent Bolloré, qui aurait pu décider d'investir dans d'autres affaires et de développer d'autres activités, a décidé de se lancer dans la sphère médiatique. Et effectivement, sans CNews et un certain nombre de supports dont le JDD, eh bien, la liberté d'expression sera vraiment mal en point en France. Et puis le deuxième vecteur, c'est Internet. C'est TV Liberté, c'est la chaîne YouTube d'Omerta, c'est un certain nombre de médias en ligne. Les médias du mainstream sont en train de décliner quand même. Voilà, et qui n'ont aucune subvention et qui, là, effectivement, ont trouvé un espace et un public aussi, puisqu'on voit que le public réagit, s'investit et s'engage. Et là, effectivement, ça les rend dingues et ça les rend hystériques. Et il faut par tous les moyens gêner, entraver le travail. Moi-même, j'ai 5 comptes bancaires qui ont fermé. Les comptes bancaires d'Omerta ont fermé. On est au 7e compte bancaire. C'est sans motif, la fermeture. C'est toujours sans motif. C'est du harcèlement. On a fait une procédure Banque de France. La banque qui nous a été désignée par la Banque de France a refusé finalement de nous ouvrir le compte. Donc l'objectif, c'est vous faire perdre votre temps, perdre votre argent, perdre votre énergie aussi. Mais malgré tout, on continue et puis ça se développe puisque le public est de plus en plus nombreux. Et bravo, en tout cas, on peut vous applaudir bien fort. Allez, on est à la bourre. On lance tout de suite le premier sujet justement y a-t-il un pilote dans l'avion France? C'est le sujet de ce premier débat. À tout de suite. Y a-t-il un pilote dans l'avion France? Quel bilan tiré de l'année 2024 pour la France? La politique française a-t-elle touché le fond? Quelle perspective pour 2025? Voilà, donc premier débat, émission de fin d'année. Donc je le disais, n'hésitez pas à prendre la parole tous ensemble, enfin pas ensemble, mais en tout cas n'hésitez pas à vous interrompre un peu, même c'est un peu le jeu de Bistro Liberté. Alors d'abord, si vous deviez utiliser 3 mots, ce que je demandais récemment encore à un invité pour qualifier l'année qui s'achève, lesquels vous choisiriez, Geoffroy, commencez. Voilà, mais il faut me prévenir de ce genre de questions. Ouais. Moi, je suis pas très bon en impro, moi. Non, mais je dirais qu'il y a eu une période très heureuse. C'était l'été, quand on n'avait pas de gouvernement et qu'on avait des. En fait, on avait j'ai un ami écrivain qui m'a envoyé un message parce que c'était juste après les élections législatives. Donc Bardella n'était pas Premier ministre et il m'a dit c'est formidable. En fait, Darmanin, Macron, etc. ont appliqué pour les Jeux Olympiques le programme du RN sans le RN. C'est-à-dire que c'était vraiment objectivement ils sont allés très 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 loin dans ce que normalement ils appellent l'état policier, etc. Il y avait des flics partout. Moi j'étais à Paris pendant l'été, des policiers partout. On pouvait pas rentrer, il fallait vraiment montrer patte blanche. Il y a des gens qui ont été éloignés de la capitale, etc. Et c'était génial. Moi j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Et donc je me suis dit quand on veut on peut en fait. Je l'ai vécu parce que j'y étais. Et vraiment je peux vous garantir si vous n'étiez pas à Paris que c'était formidable. Ça c'est la première chose. Après il y a encore 2 autres mots. Je n'ai pas d'idée. Non mais je dirais de déliquescence de notre modèle politique en ce moment là, c'est vraiment terrifiant. Et ensuite angoisse pour l'avenir de notre pays parce que depuis que je fais ce métier, ça fait 14 ans que je suis dans la presse. J'ai fait ça parce que j'avais peur pour mon pays et j'ai de plus en plus peur en fait. Donc ça c'est pas très réjouissant. Vous tous là autour de moi, allez un mot pour faire plus court, on va dire. Sabrina? Affliction, ouais. Je suis affligée du climat délétère. On parlait de la liberté d'expression, mais pas que. De la montée de l'insécurité, de la déliquescence de nos élites politiques, médiatiques.
et autres, affligés de Le voir... spectacle qui vous donne... Oui, bien sûr, mais bien sûr, c'est désolant. Je veux dire, nous, on nous serine, je dis nous, je parle du peuple français, on nous serine, on nous oblige à une espèce d'inextricable vivre ensemble. Là, on nous bassine avec l'apaisement, la civilité, le respect, la courtoisie, etc. Alors que nos élites, tout en haut du panier, ne savent pas s'entendre sur une virgule d'une ligne rouge écrite dans un amendement d'une proposition de loi. Enfin, cette guerre égotique est délirante, compte tenu en plus, et je ne suis pas une analyste économique aiguisée comme vous, mais je crois savoir que la France ne se porte pas bien d'un point de vue économique, et donc à partir du moment où il n'y a pas une vivacité économique, il y a évidemment une dévitalisation de l'ordre républicain et de toutes les structures de socialisation et autres qui amènent ce climat délétère dans lequel on vit. Ouais, vraiment. Charles ? Un mot, escroquerie. Ah. C'est pas... Il y en a beaucoup, l'escroquerie. Non, mais escroquerie politique, au sens politique, c'est qu'en fait, on a vécu le 30 juin, et surtout entre le 30 juin et le 7 juillet, une véritable arnaque. La définition pénale de l'escroquerie, c'est la manœuvre frauduleuse qui conduit les gens à se comporter de telle ou telle manière. Et en fait, on a vécu... alors, en tant que tel, c'est pas une fraude électorale, mais moralement, on a quand même vécu des manœuvres qui ont empêché, en réalité, la France d'avoir une majorité stable et ont empêché le corps électoral de se donner la majorité qu'il voulait en réalité. Et donc ça a donné cette tripartition de l'Assemblée nationale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc avec, vous la regrettez ou pas? C'est un bordel incommensurable. C'est ce que j'avais dit moi dans ma circonscription quand j'étais candidat. J'avais fait des interviews en disant attention. Donc notamment, je l'avais dit chez BFM, chez LCI, etc. Attention, le seul vote de stabilité, c'était le vote pour la coalition UDR. Alors à l'époque, ça s'appelait pas UDR et RN, parce que c'était la seule configuration politique dans laquelle il y aurait où il y aurait une majorité à l'Assemblée nationale. C'était la seule configuration. Tout le reste, on savait que ça partirait en tripartition. Et pour des raisons de stabilité, notamment financière, pour éviter une hausse des taux d'intérêt, etc., et ce qu'on va connaître là maintenant, ce qui va arriver, parce qu'on est en plein dedans, il fallait qu'il y ait de la stabilité. Dans un environnement économique international, ce que veulent les acteurs, c'est savoir où ils vont. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est avoir de la visibilité. Or là, la seule visibilité qu'ils ont, c'est la visibilité, l'assurance du chaos. Et on est en plein dedans. Et ça va continuer encore pendant 6 mois, 1 an. Et donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire que le comportement, qui est peut-être pas forcément celui de Macron, mais plutôt celui de Gabriel Attal à l'époque, c'est des histoires de front républicain, c'est une escroquerie politique et qui a provoqué le chaos dans lequel on est en train de se débattre. Et on va le regretter. Vous, Geoffroy, qui êtes un fin observateur politique, justement, quel bilan vous faites de cette dissolution, justement ? Je ne sais pas si je suis fin, mais en tout cas, c'est mon métier, donc du coup, j'y passe pas mal de temps. Je suis vraiment d'accord avec ce que vient de dire Charles, et en fait, je vais même aller un peu plus loin. Je pense que le problème de la vie politique française depuis 40 ans, la raison pour laquelle on en arrive là, c'est le Front républicain, c'est l'ostracisation du RN. C'est-à-dire qu'en fait, le RN... On est arrivé au bout ou pas encore, d'après vous ? J'en sais rien. La vérité, je pensais qu'on était au bout, et en fait, cet été, on a vu que non, en fait, que ça marchait encore. Mais à partir du moment où vous laissez le monopole de certaines idées à un parti, en l'occurrence l'immigration, l'insécurité, il faut se rappeler, Pasqua, il y a très 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 longtemps, disait un électeur du Front National, c'est un communiste qui a été cambriolé 2 fois. Donc ça fait vraiment très longtemps qu'ils ont pris, que le RN, le FN avant et le RN maintenant, a pris le monopole sur toutes les questions en fait, qui font partie des plus importantes dans la vie des Français. Vous rajoutez à ça Marine Le Pen qui a apporté, elle a récupéré la notion de pouvoir d'achat. À la fin, c'est des questions très importantes pour les Français. Vous leur laissez le monopole de ça. Et en même temps, vous refusez qu'on leur parle. Très récemment encore, François Bayrou, quand il a essayé de faire un gouvernement, a reçu tous les partis, sauf LFI qui n'a pas voulu venir et le RN qui n'a pas été invité. Moi, je suis désolé. Il y a 14 millions de Français qui ont voté pour elle au second tour de la présidentielle, 11 millions pour Jordan Bardella en 2024 pendant les législatives. Il faut être suicidaire. Si on est démocrate, il faut être suicidaire pour considérer qu'on peut les exclure comme ça. Donc la vérité, c'est que sur le plan arithmétique, Charles a raison, c'était la seule majorité possible.
on a tout fait, Gabriel Attal, mais pas que lui. Et en fait, ils ont tous fait en sorte que ça ne soit pas possible. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc maintenant, moi, je pleurerai pas des larmes de crocodile sur le sort de Bayrou, Barnier, de tous ceux qui essaient aujourd'hui de faire des majorités de bric et de broc. Mais quand vous regardez quand même sur le long terme, si on avait considéré le RN, malgré Le Pen, le détail, machin, tout ce que vous voulez, en fait, c'était des prétextes qui ont été choisis pour ostraciser ces gens-là. Si vous aviez traité le RN comme un parti normal depuis le début, c'est-à-dire ils ont des idées, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on discute, on les intègre ou pas à des coalitions, on les combat politiquement, mais on ne fait pas un argument moral sur leur présence, sur leurs idées et sur le fait qu'ils puissent gagner une élection, je pense qu'on en serait pas là. C'est le piège de la gauche, quoi. C'est le piège de Mitterrand. C'est l'idée de François Mitterrand qui a inventé cette idée absolument diabolique qui nous a mis dans le pétrin pour plusieurs décennies. Radouane ? Je ne vais pas être original, puisque un mot, il y a 5 mots qui ont été prononcés, je partage ce qui vient d'être dit, fracture. Il y a une fracture à tous les étages de la société. Fracture économique, tu le disais Charles, les Français aujourd'hui n'ont plus les moyens d'avoir de loisirs, n'ont plus les moyens de partir en vacances. Les Français ne font plus rien, ils travaillent, ils rentrent chez eux. Fracture politique, cette élection législative, c'est un vol, c'est une escroquerie. Tu le disais également, les Français ont massivement voté pour un parti et pour une coalition qui était celle de Bardella et celle de Ciotti. Finalement, c'est même pas la gauche qui finit deuxième qui est au pouvoir. C'est un bloc de circonstances qui arrive à se former, qui arrive à se hisser au pouvoir. Enfin, aujourd'hui, c'est même les LR, c'est notamment Retailleau, qui ont accusé Marine Le Pen de s'être mélenchonisée et d'avoir été la responsable de la chute du gouvernement Bayrou. Plus rien ne va dans ce pays. Plus rien ne va en France. Et le plus grand drame de ce pays, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réelle déconnexion, une réelle divergence entre les intérêts de nos élites et les intérêts du peuple. C'est des intérêts qui divergent totalement. Quand on parle avec les Français, ils ont le sentiment que ce qu'on leur raconte, c'est loin, ça les dépasse complètement. On leur parle de choses qui ne les concernent pas. Aujourd'hui, en France, il y a un problème identitaire. Les Français ont plus que jamais besoin de se sentir français, sont attachés à leur identité, à leur tradition. À une époque où on leur supprime tout, il y a un problème sécuritaire qui est directement lié à l'immigration. Les gens en ont marre, les gens ne le supportent plus. Et il y a un problème de pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs les principaux facteurs qui motivent les gens à aller voter pour un candidat ou un autre. Il y a un problème de pouvoir d'achat. Les Français ne peuvent plus rien faire et ont le sentiment de travailler. Et on vit à une époque, et peut-être que ce sera le cas demain, où on prendra l'épargne des Français pour rembourser une dette qui est la cause de décisions politiques totalement injustifiées, totalement avec plein de failles instaurées depuis 1981. Charles d'Anjou. Oui, je pense qu'il y a un petit système politico-médiatique qui produit aujourd'hui essentiellement des amateurs et des narcisses. Amateurs, on voit Bruno Le Maire, 7 ans ministre de l'économie et des finances, qui explique qu'il n'est pas responsable de l'explosion de la dette. On voit Emmanuel Macron qui débarque à Buenos Aires et qui qualifie le président argentin qui l'accueille de Trump de la Pampa. Gérald Darmanin qui nous fait croire qu'avec ses petits biceps, il va régler les problèmes du trafic de drogue à Marseille. On est toujours dans de la communication. Et en réalité, je disais aussi narcisse parce qu'on se rend compte qu'ils ne vivent que par leur présence médiatique. Ils sont accrochés, vissés à Twitter, à Instagram, aux réseaux sociaux. Et en fait, on pouvait critiquer Chirac, on pouvait critiquer, Geoffroy parlait de Pasqua, etc. Mais c'est un personnage politique qui avait une certaine épaisseur, qui ne parlait pas pour ne rien dire. Les apparitions, d'ailleurs, les prises de parole étaient plutôt rares. Aujourd'hui, on a des gens qui ne vivent que par le nombre de passages médias et qui sont prêts à raconter absolument n'importe quoi, à se dédire, à se parjurer, tout simplement pour pouvoir exister et survivre à leur poste, tout simplement. Alors, au final, vous pensez qui sort gagnant de cette séquence politique qu'on a traversée? Parce que c'est ça la question. Est-ce que vous pensez que Macron a encore un avenir, Geoffroy? Tout le monde spécule sur sa chute ou sur sa démission. Je ne sais pas s'il va démissionner ou pas, mais par contre, est-ce qu'il a des un infos avenir là-dessus? Je pense que c'est pas Alors crédible. non, j'ai pas d'infos, mais j'ai un ressenti quand je discute avec ses conseillers, etc. C'est qu'il lâchera pas l'affaire. En revanche, est-ce qu'il a un avenir? Non, parce que il peut pas se représenter, donc c'est fini. C'est fini. Et après, la question, c'est ce que la présidentielle anticipée que d'aucuns. Alors moi, je vais vous faire une confidence. Je suis le pire pronostiqueur de l'histoire des. C'est vrai que vous, avec Zemmour, il y avait un petit. Ça avait et encore Zemmour, c'est presque mon meilleur coup parce que j'ai quand même dit qu'il serait candidat, ce qui est longtemps. Faites-nous un pronostic comme ça, on saura que c'est l'inverse. Voilà. Donc non, j'en sais rien. J'ai arrêté d'en faire. Mais j'ai pronostiqué des dingueries et c'est jamais arrivé. C'est bien donc, mais bon après. Non mais moi je suis vraiment. C'est rien par rapport à d'autres quand même. Hein. Voilà, c'est vrai qu'on est tous un peu pareils, mais moi je le reconnais. Donc non, Macron, l'impression que j'ai
en discutant avec son entourage, c'est qu'il lâchera jamais les rênes et maintenant, je discute avec aussi d'autres personnalités politiques qui me disent, qui pensent qu'il sera obligé. À un moment donné, vous n'êtes pas maître non plus de tout, quoi. Être obligé de démissionner. Quand vous sentez que il faut pas oublier. Enfin, il y a un moment quand même dans sa vie, ce jeune président, avait organisé sa propre exfiltration de l'Élysée en hélicoptère pendant les Gilets jaunes. Donc c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Donc si jamais il sent que la colère est trop importante, peut-être qu'il changera d'avis. Aujourd'hui, j'ai l'impression, là on est à Noël 2024, que ça n'est pas à l'ordre du jour. Qui sort gagnant de cette séquence? Moi j'ai l'impression que quoi qu'il se passe, c'est le RN qui sort gagnant. Marine Le Pen malgré tout, en dépit de ses histoires judiciaires. Moi j'ai été très longtemps critique de Marine Le Pen, pour plein de raisons. Je pourrais d'ailleurs l'être encore sur des raisons de fond, hein, mais par contre quand j'observe la manière dont le RN progresse, je me dis finalement peut-être qu'elle a raison contre tout le monde, quoi. Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Mais les deux en fait, les deux. Enfin, je veux dire, ça reste quand même elle qui a pensé tout ça et qui l'a organisé. Moi, il y a des moments où je l'ai trouvée complètement à côté de la plaque et finalement, il se trouve qu'elle augmente son score d'élection en élection. Donc, il faut se rendre à l'évidence à un moment donné. Vous constatez quand même qu'elle a été à deux doigts de mettre un type de 28 ou 29 ans, je sais pas, à Matignon sans même faire campagne elle-même, qu'elle est donnée au second tour de l'élection présidentielle dans tous les cas de figure, qu'elle est même donnée maintenant gagnante dans certains sondages au second tour de la présidentielle. Enfin, il se passe pas rien autour de Marine Le Pen, quoi. Et Dieu sait que je préférais qu'elle soit plus à droite et qu'elle soit plus comment dire, plus conservatrice. Vous considérez qu'elle s'est gauchisée? Non, mais moi j'en sais rien, j'étais surtout très critique de sa volonté de chiracisation. Je me dis, en fait, ça nous a mis dans normalisation. Alors, ça s'appelle la chiracisation au début. Maintenant, ils appellent ça la normalisation. Mais il y a eu un moment, des conseillers de Marine Le Pen disaient, on va se chiraciser, on va la chiraciser, c'est très bien. Moi, considérant que Chirac n'avait pas fait que des bonnes choses pour le pays, je trouvais pas ça génial. Mais bref, donc, mais tout ça, c'est derrière. Maintenant, la vérité, c'est qu'en fait, oui, elle est je sais pas d'ailleurs si elle pourrait être candidate, j'ai pour le coup aucune info là-dessus. Vous croyez qu'elle pourrait être empêchée, là, beaucoup spécule là-dessus, et puis surtout après. Vous m'auriez demandé il y a 3 mois si l'ARCOM empêcherait C8, première chaîne de la TNT d'émettre, je vous aurais dit n'importe quoi, ils peuvent pas, c'est impossible. Donc c'est à peu près la même question appliquée. La condamnation de Sarko, vous l'aviez envisagée ou pas? C'est quand même ça aussi un événement dingue sur un plan de symbole. Pardon, j'aimerais avoir Charles aussi, Prats, qui nous donne son opinion là-dessus. Donc c'est une condamnation définitive. Bon, il va saisir la CEDH, mais bon, ça vous inspire quoi, ça, Geoffroy Lejeune? En fait, la seule chose que je me dis sincèrement, c'est je vois quand même souvent, et on commente souvent, Sabrina le sait, sur les plateaux de CNews, des affaires où des gens qui ont fait des choses graves prennent du sursis, et là, ils prennent de la prison ferme, en fait. C'est un bracelet électronique, mais ça s'appelle un écrou quand même. Et c'est vraiment le truc qui me vient, quoi. C'est d'accord, ok. Donc il y a des gens qu'on relâche parce qu'on peut pas faire autrement, et lui, on pouvait le. Mais c'est mérité ou pas J'en sais rien. Moi, je connais pas l'affaire. Je connais ce qui a été dit dans le dossier, etc. Mais je me dis, le cas spécifique des écoutes. On lui reproche d'avoir eu l'idée de corrompre, ou en tout cas de promettre quelque chose à un magistrat. C'est une condamnation sur l'intention. Je sais pas. Moi, je serais mal à l'aise. Ça me fait penser à Minority Report. Vous savez, si j'ai l'intention de vous tuer, mais que je le fais pas, je pense que je mérite pas de peine. Et là, en l'occurrence, il est condamné. Charles Prats. Alors, c'est un dossier un peu particulier. Alors, il se trouve que je connais l'autre avocat qui a été condamné, donc Thierry Herzog, le magistrat en question, Gilbert Azibert. Je ne dirais qu'une seule chose dans cette affaire-là. Moi, ce qui m'inquiète, et je vais avoir la même position que 100% quasiment des avocats, c'est que c'est une condamnation. Alors effectivement, il n'y a pas eu de candidature, il n'y a pas eu de piston, etc. Donc sur le fond, mais bon, les juges ont statué comme ils estimaient devoir statuer sur le fond. En revanche, ce qui, moi, me gêne beaucoup plus, dans un fonctionnement au sein d'une démocratie et d'un pays de liberté, c'est que tout ça part de l'interception téléphonique d'une conversation entre un avocat et son client. Voilà. Moi, j'ai été juge d'instruction de nombreuses années. Des interceptions où, à un moment donné, il y a un avocat qui cause avec le client parce que c'est le client qui est sur écoute, j'en ai vu quelques-unes. Et puis j'ai vu passer des trucs, bon voilà. Mais on ne... Et vous interdisiez de... Alors, on ne prend pas et on ne qualifie pas et on ne va pas chercher
Comme ça, on ne condamne pas quelqu'un sur la base d'une conversation qu'il a avec son avocat. Ça ne se fait pas. Bon, là, il se trouve que ça s'est fait. Bon, ben voilà. Vous pensez que la CEDH là, pourrait invalider Il y a des chances que la CEDH, effectivement, condamne la France. Condamne la France, bien sûr. Ouais. Et après, que ça oblige la Cour de cassation à faire un procès en révision. Et il aura purgé sa peine malgré tout, parce que ce sera... oui, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous parliez du cas de Marine Le Pen. Où Geoffroy disait, il y a 3 mois, on n'aura pas... Moi, ça fait plus de 2 ans que je les préviens. Que c'est ce qui est prévu. C'est-à-dire que... vous pensez qu'il y a un risque de décision exécutoire Alors, non. Déjà moi, ma position, ce que j'ai expliqué déjà à un certain nombre de gens, parce que je connais quand même le milieu judiciaire, ce qui est prévu par un certain nombre de personnes dans un agenda totalement indépendant de l'agenda des partis politiques, c'est effectivement de prononcer l'inéligibilité de Marine Le Pen. Mais avec décision exécutoire Non. Voilà. Les réquisitions d'exécution provisoire viennent un peu contredire le plan. On va faire un peu de politique fiction, je vais faire Geoffroy Lejeune. Si vous voulez, le calendrier de procédure tel qu'il a été établi sur le procès de Marine Le Pen, etc., quand vous regardez la temporalité, tout est fait pour que vous ayez première instance, appel, cassation, donc le truc habituel, et tout est fait pour que dans le temps, ça arrive au printemps 2027. C'est-à-dire que la décision définitive de la Chambre criminelle de la Cour de cassation intervienne au printemps 2027, modulo 1 ou 2 mois. Bon. Pour que, le cas échéant, s'il y a eu une peine d'inéligibilité qui a été prononcée avant, elle devienne définitive à ce moment-là, juste au moment du début de la campagne présidentielle, ou juste avant. Ce qui derrière, peut-être, je dis ça comme ça, j'imagine... S'il y avait pourvoi en cassation, c'est suspensif, non ? Oui, mais une fois qu'il est rendu, terminé, condamnation définitive. Peut-être dans l'esprit de certains qui auraient pu se dire, comme ça, on l'empêche de faire campagne, donc on l'empêche de se présenter, et on empêche en plus d'un candidat de substitution de faire campagne. Vous voyez ? Un petit peu dans la temporalité. Et l'exécution provisoire, si elle intervient là fin mars, elle vient un peu en télescopage par rapport à ce complot. Je suis dans le pur complotisme, voilà, donc je fais du entre guillemets. Ça viendrait télescoper parce que là, ça voudrait dire que 31 mars 2025, il peut y avoir tout de suite un candidat de substitution, Jordan Bardella, qui se mette en alignement et qui prépare sa campagne. Vous y croyez à ça, à ce scénario possible ? Donc c'est un scénario, et moi, objectivement, j'ai prévenu un certain nombre de gens que je connais, je ne suis pas au RN, mais que je connais au RN, je leur ai dit depuis déjà 18 mois à 2 ans, il y aura une inéligibilité, et moi je pense qu'effectivement, le 31 mars, si d'aventure elle est condamnée, la condamnation sera assortie d'une peine d'inéligibilité parce qu'elle est prévue en peine, en sanction automatique, sauf décision motivée contraire. Non, l'inéligibilité, elle est prévue, sauf décision motivée contraire de la juridiction. Et à mon avis, il n'y aura pas d'exécution provisoire. Elle ne sera pas prononcée. Elle ne sera pas prononcée parce que si elle est prononcée... C'est la mort politique de Marine Le Pen, déjà. Non ? Oui et non, parce que, vous savez... En politique, on n'est jamais mort, sauf quand on est au cimetière, et encore. Mais ça permettrait effectivement, d'abord ce sera un scandale absolu dans le pays, et ça permettrait à un candidat de substitution de se lancer immédiatement. Alors que s'il n'y a pas d'exécution provisoire qui est prononcée, vous vous retrouvez avec une institution qui pourra dire, vous voyez, on est très neutre, on est équilibré, etc. Et derrière, vous maintenez le doute. Vous maintenez le doute jusqu'en 2027 de savoir qui va vraiment être le candidat, qui va pouvoir être candidat. Et c'est très compliqué. Parce que derrière, ça signifie que pour la candidate, elle ne peut pas imprimer ses affiches. C'est un truc tout bête. Elle ne sait pas si elle va pouvoir imprimer ses affiches, ses documents de campagne. Les parrainages, truc tout con. Les parrainages, les 500 parrainages, vous les donnez à qui ? Nominatif, oui. Voilà, vous les donnez à qui ? Si jamais vous avez un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 2027 qui tombe juste avant le dépôt des candidatures. Parce que si ça tombe après la date de dépôt, le candidat empêché, vous êtes obligé de recommencer l'élection présidentielle. Mais en admettant que ça tombe juste avant, une semaine avant, vous les donnez à qui les parrainages ? S'ils ont été donnés à Marine Le Pen, mais qu'elle ne peut pas être candidate parce qu'elle est inéligible, en une semaine, il faut courir derrière les parrains pour les redonner par exemple à Bardella. Donc vous voyez, toute
j'allais dire, la subtilité voilà, de l'opération, le cas échéant, si c'est ça qu'un certain nombre de gens ont en tête. Alors normalement, la justice, Vous croyez que ce calendrier, il est... Voilà, elle ne raisonne pas du tout comme ça. Les juges, ils ne raisonnent pas comme ça. Hein. Eux, ils ont un dossier. Tout pourrait avoir été pensé comme Richard, mais si on raisonne en termes politiques sur le calendrier, vous avez cette configuration qui peut être très perverse. Et en réalité, ne pas assortir une éventuelle condamnation d'exécution provisoire, c'est beaucoup plus pervers que de dire là tout de suite 31 mars 2025, terminé, ce ne sera pas Marine Le Pen, ce sera quelqu'un d'autre. Et on est face à ça. Alors après, si vous voulez, on pourra parler d'autres trucs qui pourraient être encore plus pervers, avec une démission d'Emmanuel Macron rapidement, qui pourrait permettre de faire un certain nombre de choses. Vous savez, bon, allez, je vais vous le dire. Regardez, imaginez Emmanuel Macron démissionne là, fin de l'année, au janvier. Élection présidentielle dans les 35 jours. C'est la règle. Gérard Larcher fait l'intérim. Dans ce cas-là, on peut imaginer que Gérard Larcher ait des envies d'Alain Poher, 69. Je vais vous mettre tous d'accord, là, vous êtes tous en train de vouloir y aller, j'y vais moi. Bon, il y en aura quand même d'autres qui iront. Quoi qu'il en soit, dans la configuration actuelle, pas besoin d'être un grand prévisionniste pour dire que ce sera un deuxième tour Le Pen-Mélenchon. Parce que l'élection interviendra avant le 31 mars. Et dans cette configuration-là, il y a de fortes chances que Marine Le Pen soit élue face à Jean-Luc Mélenchon, pour plein de raisons, et notamment parce que les gens vont se dire, bon, est-ce que je préfère vivre dans le Venezuela, dans les sondages, déjà, ils baissent. Dans le Venezuela d'Hugo Chavez ou dans l'Italie de Giorgia Meloni? A priori, tout le monde préfère l'Italie de Giorgia Meloni. Et dans ce cas-là, si elle est élue, vous avez la condamnation qui intervient le 31 mars, mais qui ne serait pas applicable, enfin qui ne serait pas exécutable parce que présidence de la République, donc immunité présidentielle. Mais vous avez l'article 68, parce qu'elle conserve la même Assemblée nationale et le même Sénat. Elle ne pourrait pas dissoudre le nouveau président. Non, il y a des débats, mais l'article 12, il est assez clair. Et donc, c'est pas celui qui a dissous? Non, ça va aussi pour pas de dissolution pendant un an. Et là, même en cas de nouveau président. Ouais. Et là, elle se retrouve avec un Parlement où elle n'a pas la minorité de blocage de l'article 68 contre une destitution. Et donc, vous pouvez vous retrouver à ce moment-là avec plein de raisons. Vous savez qu'il n'y a pas en réalité de raison pour déclencher une destitution. On l'a bien vu là avec la procédure des insoumis. Et donc vous vous retrouvez avec une destitution article 68 qui pourrait prendre pour prétexte la condamnation. Donc elle se retrouve destituée. Elle peut se représenter d'ailleurs dans la foulée. Mais comme vous avez eu un président de la République entre la démission d'Emmanuel Macron et la destitution d'un éventuel nouveau président, schéma qui pourrait s'appliquer d'ailleurs à Mélenchon aussi, de destitution, puisqu'il lui non plus n'a pas la minorité de blocage sur l'article 68. Et là, de nouveau au printemps, représidentielle. Et Emmanuel Macron peut se présenter à ce moment-là. Ah, parce que ça aurait été écourté? Mais non, parce qu'il y a eu un président entre les deux. D'accord. Et donc, dans un fonctionnement ultra machiavélique... J'ai pas vu la chute, là. Ultra machiavélique pour Emmanuel Macron, il peut se représenter en disant, bah voyez, c'est quand même trop le bordel si c'est pas moi. Bon, là, on vous interdit d'applaudir. Hein. Voilà, donc, bon, en tout cas, pour la politique fiction, il peut y avoir... que le cheminement a été... Alors, je ferai une réaction dans la possible réélection d'Emmanuel Macron. Il faut arrêter de me lancer sur des trucs. Non, mais c'est ma passion. J'ai l'impression d'être en cours de droit constit quand j'étais en première année de droit. Et non, je trouve ça absolument génial. En fait, il faudrait que tu fasses scénariste pour la saison, je sais pas combien de Dragon Noir. C'est un peu comme le bouquin que tu avais fait, mais à chaque fois que je fais des raisonnements comme ça, je me rappelle d'André Berkoff qui avait fait, mais lui-même s'en rappelait. House of Cards, en France. Non, mais en 85, André Berkoff, à l'époque, ça devait être dans l'événement du jeudi. Il avait été mon Berkoff avec Il avait fait un scénario de fiction, et je me rappelle la couverture dessinée, où c'était une manifestation où il y avait Charles Pasqua, Jean-Marie Le Pen et Philippe de Villiers. Et où il expliquait comment c'est Philippe de Villiers, je crois, qui était élu président de la République, avec le soutien de Pasqua et de Le Pen. Ça, c'était la fiction de 85 d'André Berkoff. On l'avait pas vu venir, celle-là. Donc Charles d'Anjou et après Radouane. Oui, moi je crois assez à ce que disait Geoffroy de ce qu'il a entendu de l'entourage d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a deux dimensions chez lui. Il y a une dimension un peu pathologique avec... où il prend en fait de manière assez cruelle sa revanche sur les Français et tout ce qui arrive, l'instabilité, en fait, je pense qu'il y prend un certain plaisir parce que finalement, il considère qu'il a été humilié par le vote des européennes notamment. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il est jeune, il a je crois 47-48 ans. Et qu'il pense qu'il a un avenir encore. Et la place de théâtre qu'il a conduit, ses premiers rôles de théâtre qui l'ont conduit au Palais de l'Élysée, je pense que de son point de vue, il est hors de question que ça s'arrête. Et donc, il a encore besoin, je pense qu'il a besoin de mener à son terme son mandat présidentiel pour pouvoir se retrouver une place
Pense-t-il peut-être à l'échelle européenne, peut-être à l'échelle d'une grande organisation internationale, peut-être l'OTAN, etc. Mais je pense que dans son esprit, il est hors de question que ça s'arrête. Et le rôle de sa vie doit se poursuivre, quoi qu'il en coûte. Et je pense qu'il prend un certain plaisir à regarder les problèmes dans lesquels il nous agite de beaux Français. épouvantails, parce que Charles, vous n'en avez pas parlé, mais moi j'ai vu récemment qu'on parlait même de Dupond-Moretti comme possible président du Conseil constitutionnel. Ça, ce serait quand même la méga cerise sur le gâteau. Ce serait la vraie marque de mépris dont parle Charles. Hein. Si, mais pour l'instant, il est sur scène, là. Je crois qu'il est au théâtre. Qu'il y reste. Début février, il monte sur scène. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai entendu la même chose, bien sûr. Oui, non, mais c'est dans les tuyaux, oui, bien sûr. Ça ose tout, quoi. Moi, je peux vous raconter un truc, si vous voulez. Le jour où Dupond-Moretti a quitté la place Vendôme, donc le jour du remaniement où Didier Migaud est devenu ministre de la Justice, j'étais pour le mariage d'un ami à Nice et Éric Dupond-Moretti aussi. Et j'ai déjeuné dans le même restaurant que lui. Et il était tout seul avec un petit chien sur les bras en t-shirt. Et je me suis dit, ça va vite la vie quand même. Il était avec un Yorkshire. Il était vraiment un chien tout petit par rapport à lui. Il a quand même une carrure impressionnante. Ouais. Et je me suis dit à ce moment-là, je suis allé le saluer d'ailleurs, et je me suis dit, mais il était garde des Sceaux, il est garde des Sceaux, il était encore garde des Sceaux pour quelques heures. Et en fait, il ne le sera plus ce soir. Et donc, il est en train de déjeuner tout seul. Et ça m'a fait quelque chose. En tout cas, en parlant de garde des Sceaux, on m'a dit qu'on en avait peut-être un parmi nous en cas d'élection de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. C'est vrai ou c'est pas vrai, Charles? C'est pas vrai. Je me suis même pas tourné vers vous. Vous avez déjà commencé à dire non. Non, parce qu'il y a plein de journalistes qui m'ont fait le coup et c'est pas vrai. Très clairement, si honnêtement, Bardella aurait été Premier ministre, vous étiez le ministre de la Justice, non? Non, pas du tout. C'est Jean-Paul Garot. Ah bon, c'est Jean-Paul Garot qui est fléché pour être garde des Sceaux, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Et alors vous êtes où, vous? Moi, je suis nulle part, moi, vous savez. Bon, il y aura Éric Ciotti à l'intérieur, a priori. Certainement, j'en sais rien. Puis j'en sais rien. Puis, vous êtes candidat à rien, non? Ce que je disais en rigolant, j'en ai tellement connu, parce que ça fait quand même 40 ans que je fais de la politique, j'en ai tellement connu qui était ministre à une heure avant et qui ne l'était plus après, vous savez. Le Cornu, il était Premier ministre une heure avant. Les gens, il faut attendre que le secrétaire général de l'Élysée vienne sur le perron de l'Élysée et lise la liste. Et là, vous êtes ministre. Voilà. Avant... Il y a beaucoup de blabla, de trucs, de machins, et puis en fait, ça vous amène que des emmerdes, ce genre de choses. Mais pendant la campagne présidentielle de 2022, parce que moi j'étais dans l'équipe de campagne, j'étais orateur national de riposte de Valérie Pécresse, quand elle a commencé à dire qu'elle voulait faire un ministère de la lutte contre la fraude, tous les regards se sont tournés vers qui? Vers moi. Et les coups de couteau ont commencé à arriver dans le dos. Vous savez, c'est comme dans la marionnette de Chirac dans Les Guignols. Hein. Ça pique un peu. Hein. Voilà. Et là, pendant la campagne législative rebelote, comme il y avait quand même de fortes chances que, en tout cas en début de campagne, les gens disaient Bardella, Matignon, etc., on m'a refait le même coup. Ce qui m'a donné droit à, pour la première fois de ma vie, un article sanglant de commande dans Mediapart, qui avait été commandé par la chancellerie notamment, où un certain nombre de gens expliquaient « Ah, si Prats devient ministre, c'est une catastrophe nucléaire ». Ça, je leur fais très peur. Ils ont raison. D'avoir très peur. En tout cas, on espère, on croise les doigts. Vous avez des petits scoops justement de ce qui s'est réellement passé dans cette nomination avec Bayrou là. C'est vraiment Bayrou qui a tordu le bras de Macron, Geoffroy. Je suis désolé, mais je vais pas être. Ouais, je crois que ce qui a été raconté par les médias a été vrai. Pourquoi ils disent pas que des conneries? Ça arrive, il arrive que, bien sûr. Et non, mais en fait, je crois que... C'est dingue, Mitterrand n'aurait pas imaginé ça, quoi. Non, ça c'est sûr. C'est Bayrou qui s'est nommé, quoi. Même sous Sarkozy, même sous Hollande, c'est vrai que c'est quasiment inédit. Et en fait, je crois que François Bayrou a été à l'Élysée pour se faire annoncer et pour digérer la nomination de Sébastien Lecornu. Et il est ressorti sans savoir, je crois, qu'il serait Premier ministre. Il est allé au secrétariat d'État au commissariat au plan, pardon. Et il a attendu et Emmanuel Macron a changé d'avis ou a plié, c'est selon, pendant que François Bayrou attendait de savoir. Donc je pense que c'est assez inédit en réalité, ce genre d'événement. Quant à Sébastien Lecornu, qui était alors, pour le coup, je le connais assez bien. Je peux en dire beaucoup de bien parce que c'est quelqu'un que j'ai. Parle à Marine Le Pen. Il dîne avec Marine Le Pen même. C'est quelqu'un qui déjà n'a aucun sectarisme. Ensuite, qui aime vraiment son ministère. Et pour le coup, ça,
et moi je respecte. On a souvent parlé de lui pour devenir Premier ministre, ça fait 2 ou 3 fois que c'est le cas. On va voir si ça va être possible dans 2 mois, hein, je pense. Et ouais, ou même avant. Ouais. Et en fait, il aime vraiment son ministère, il n'a pas tellement envie de le quitter. Donc je pense que pour le coup, c'est la personne pour qui c'est le moins dur aujourd'hui, c'est lui. Je pense qu'il n'a pas rêvé de Matignon. Mais par contre, vous avez raison, c'est vertigineux, quoi. Un Premier ministre un patron de parti politique, en plus minoritaire à l'Assemblée, qui oblige le président à le nommer, c'est vrai que c'est du jamais vu. Allez, Radouane, et après on close ce premier débat. La révélation aussi de l'année, j'aimerais que vous me disiez. Pas grand chose à dire, ce n'est qu'il y a une seule personne qui avait vu la nomination de Bayrou avant tout le monde, c'était Houellebecq dans Soumission. Ah, d'accord. C'est vrai. Ouais. Bravo à Michel. La personnalité de l'année, c'est Retailleau, enfin politique j'entends, du gouvernement précédent, c'est un petit peu la révélation ou pas d'après vous En politique, hein. Ouais. C'est une révélation. Non, mais il y en a quand même d'autres. Franchement, il y avait en humour, il y en avait d'autres, mais je parlais en politique. Non, en politique, Retailleau a réussi quelque chose, honnêtement, en arrivant à Beauvau. Moi, je pensais pas qu'il en serait capable. Je pensais pas qu'il réussirait à imprimer dans l'opinion quelque chose. À succéder à Darmanin, quand même. Oui, mais pour le coup, Darmanin, je suis pas sûr qu'il ait laissé une trace énorme. Moi, je pense pas qu'il ait été mauvais, hein, mais par contre, en fait, vous pouvez faire autant d'OQTF que vous voulez. Et en plus, il n'en a pas fait beaucoup, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Si vous faites Matteo Kevin à côté, vous annulez en fait les effets. Retailleau, il a réussi quelque chose vraiment là-dessus. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Beauvau, etc. Mais il y en a d'autres. Il y a quand même Bardella qui vend 120, 130 ou 140 000 exemplaires de son bouquin après avoir été l'écrasant vainqueur des européennes et en plus d'avoir été aux portes de Matignon. Il y a Marine Le Pen, encore une fois, je le dis, moi ça m'étonne moi-même de le dire, mais qui a une stratégie qui pour l'instant porte ses fruits. Il y a Sarah Knafo que vous avez reçu il y a pas longtemps, bien sûr. Qui, de l'avis de tous, c'est une révélation. Qui en fait, moi j'ai discuté avec elle avant qu'elle soit candidate aux européennes, je la connais très bien. Depuis une vraie révélation, là on peut le dire, hein, nonobstant les opinions qu'on peut avoir les uns les autres, en tout cas c'est une bête politique qui s'est révélée là. Il faut savoir surtout, en fait, il y a un an, elle hésitait à être candidate. Et d'ailleurs, moi, elle m'avait posé la question. Elle s'ouvre conquête. Et je lui avais dit à l'époque, je pense que c'est pas pour toi, tu devrais pas y aller. À mon avis, tu devrais rester dans l'ombre, etc. Donc je me suis encore gouré. En fait, il s'avère qu'elle était faite pour ça. Enfin, elle prend vraiment la lumière, elle est très bonne. Il y en a d'autres. Vous savez qu'il y a un an, Gabriel Attal n'était pas encore Premier ministre. C'est fascinant. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est vertigineux. Il a été nommé Premier ministre. Il a été Premier ministre 6 mois. Il a été dissous. J'espère que vous le voyez président. Il a été dissous et il est devenu l'inverse de ce qu'il avait été avant. C'est-à-dire qu'il y avait une popularité que moi je comprenais de Gabriel Attal. Je comprenais qu'il se déportait à droite, il était un peu ferme, il avait des paroles un peu martiales, etc. Et ça marchait. Et en fait, il est devenu LFiste pendant la campagne des législatives. Et en fait, il a disparu. C'est incroyable. Et donc ça va à une vitesse folle. Peut-être pour mieux revenir, lui, pour le coup. Il espère, bien sûr. Mais c'est quand même... Non, ça va très vite. Vous ne croyez pas, vous? Enfin, pardon, mais... Non, j'en sais rien. Donc ça veut dire qu'il peut... J'en ai aucune idée. Je me mouille. Voilà, Charles Prats. Il reviendra pour une simple et bonne raison. En tout cas, face à Bardella, c'est un peu... Mais c'est lui qui a le pognon. Il a pris, j'allais dire En Marche, il a pris Renaissance, il a pris le parti, parce que c'est un parti qui touchait 21 millions d'euros de financement public par an lors de la précédente législature, puis peut-être encore 14 ou 15, etc. Donc il est à la tête d'un trésor de guerre de 100 millions d'euros. Donc lui, il a l'argent pour se présenter, et c'est lui qui en a le plus pour faire une campagne permanente. C'est encore l'argent qui fait tout? Évidemment. En tout cas, si vous n'avez pas d'argent, vous ne faites rien. Ça, c'est clair. Allez, on termine. Mais révélation politique de l'année, je voudrais rajouter Éric Ciotti, pour une raison toute simple. Objectif, votre avis? Mais complètement, non mais oui, bien sûr, objectif. Mais c'est lui qui a eu le courage de mettre fin et de sortir du piège de François Mitterrand, dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Depuis 40 ans, plus de 40 ans. Et c'est un acte fondateur qui va entraîner un certain nombre de conséquences derrière. Et quand on refera l'histoire politique de la Ve République, et dans 10 ou 15 ans, on dira, voilà, c'est le 11 juin, je crois que c'était le 11 juin 2024, il y a eu un truc qui s'est passé. Alors peut-être qu'il sera pas président, pas ministre, etc., j'en sais rien, mais il y aura un truc qui s'est passé le 11 juin 2024, où les gens diront, bah oui, là, à un moment donné, il y a eu l'explosion du cordon sanitaire, du front républicain, de tout ce que vous voulez, et donc un début de réintégration dans le jeu politique normal de ce qu'on appelle aujourd'hui le Rassemblement national, comme ça a été fait en Italie à l'époque, comme ça avait été fait en Autriche, comme ça a été fait partout en Europe. Et cette stratégie de normalisation, c'est ça dont ils ont peur.
Allez, on termine avant de passer au dernier débat avec les premières caricatures d'Ignace. Donc tout d'abord la ligne dure de Bayrou, radicalement mou, et on voit donc Bayrou. Record de Premier ministre en 2024, 4 en un an, et attention, l'année n'est pas terminée. Bah là, je crois que vous êtes d'accord. 2025, des emplois en perspective, plusieurs CDD à Matignon. Voilà, Macron avec Bayrou derrière. Ah, déjà la caricature de Geoffroy Lejeune. Quand je condamne la discrimination antisémite, l'ARCOM me reproche de discriminer les discriminants. Et pour vous, celle-là. Ostracisation du RN, je le dénoncerai bien, mais l'ARCOM me reprochera d'ostraciser les ostraciseurs. Voilà encore pour Geoffroy Lejeune. Et enfin, passer de la Rolex au bracelet électronique, quelle indignité. Voilà Nicolas Sarkozy. Bravo Ignace, on se retrouve tout de suite pour le dernier débat de la soirée. Quel bilan pour cette année de guerre et d'élections ? Quelle conclusion tirer de l'année ayant vu le plus d'élections de l'histoire ? La démocratie en sort-elle renforcée ? L'Occident est-il durablement affaibli ? Faut-il craindre un embrasement mondial ? Quel avenir pour la paix ? Terminé donc cette émission, dernière ligne droite. On ne peut pas s'empêcher quand même de parler de ce qui s'est passé sur la scène internationale. Donc Geoffroy Lejeune, c'est quoi l'événement international qui vous a le plus marqué ? Une petite idée. C'est quoi les autres idées ? Bah, je sais pas, les États-Unis, Trump. Ouais, c'est ça. Bien sûr, non, mais moi, je suis quelqu'un, comme vous le savez, qui se trompe tout le temps sur les pronostics, donc du coup, j'en avais pas tellement pour les États-Unis. Et j'ai observé cette campagne de loin. Je lisais, alors dans le JDD, on avait un correspondant qui s'appelle Alexandre Mindel, qui est un type extraordinaire que vous devriez recevoir d'ailleurs ici, qui en fait était sur place et qui racontait toutes les semaines. Je me disais, mais il est complètement à côté de la plaque, ce type. En fait, il raconte pas du tout ce que je lis dans les autres médias. Il parle de choses dont tout le monde se fout, le vote des femmes, le vote des latinos, le vote des afro-américains, de sujets, le mur à la frontière, et je trouvais que en fait, on était très décalé. J'avais peur, donc on publiait ces papiers dans le JDD, et je me disais, on est peut-être en train de faire n'importe quoi. Et en fait, à la fin, Trump a été, à la surprise générale, élu, surtout très largement. C'était ça qui a provoqué la surprise. Et dans le débriefing de son élection, j'ai entendu parler du vote des femmes, des latinos, des afro-américains. La frontière, c'était un peu moins surprenant, mais voilà. Et je me suis dit, mais bon, il était sur place en fait, et lui, il m'a dit qu'il avait juste fait son boulot et que il avait été curieux et en fait j'ai trouvé ça renversant vraiment. C'est-à-dire que je sais pas, il s'est passé un truc dans ce pays en profondeur. En fait, Nicolas Sarkozy a eu une formule que j'ai trouvé à la fois efficace et assez juste en fait. Et il a dit Kamala Harris parlait des minorités aux minorités et Donald Trump des Américains aux Américains. Et en fait, la politique, ça devrait être ça. Et j'avoue que moi, j'ai jamais vraiment cru à Trump en réalité. J'ai toujours été, parce que je suis français, un peu gêné par son côté vulgaire américain. C'est de bonne augure pour la France ou pas, son élection d'après ? Bah, j'espère. J'espère. Alors, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous sur le plan des accords commerciaux notamment, parce que bon, il va défendre les Américains, on n'est pas Américains, donc du coup c'est pas une bonne nouvelle. Mais par contre, est-ce que ça peut influencer des politiques en France, nous donner peut-être l'idée de faire la même chose au niveau français ou européen ? Enfin, tout ça va être intéressant à suivre. Étonnamment, le RN n'avait pas vraiment beaucoup soutenu Trump d'ailleurs. Ouais, mais d'ailleurs, je pense pour les mêmes raisons que moi entre guillemets, c'est que je pense qu'on est gênés tous par Trump. En fait, il est trop, il est brut de pomme, très caricatural, brut de bécoffrage, etc. Et donc pour toutes ces raisons-là, moi j'ai toujours été un peu dubitatif sur le personnage. Et puis à un moment donné, en fait, il y a la tentative d'assassinat, la grâce en fait qui s'empare de lui et il se met à marcher sur l'eau, quoi. Et j'ai trouvé ça absolument sidérant. Allez, juste, vous étiez d'ailleurs à New York, vous aussi, Radouane et Charles Prats. On s'est croisés d'ailleurs. Donc vous l'aviez anticipé, vous, cette victoire? Oui, on paye pas un billet d'avion pour New York si on n'anticipe pas, quoi. Vous auriez pu anticiper qu'il y ait eu un gros bordel aussi. Non, mais peut-être tu veux commencer, Charles? Non, en fait, vas-y, Redouane. Alors, Redouane. Nous, on a même fait une soirée électorale qu'on a couvert ensemble, Eric. Moi, j'étais à Paris. Il y a deux choses qu'il faut retenir de cette élection. Ce que tu disais, Geoffroy, la phrase de Nicolas Sarkozy, mais c'était un référendum. Est-ce que vous vivez mieux sous Joe Biden ou est-ce que vous vivez mieux sous Trump? Les gens vivaient mieux sous Trump aux États-Unis parce que Trump s'adressait aux Américains. C'était America first, l'Amérique avant tout. Et nous, je suis très clair sur la question. C'est pas Trump qui va sauver la France. Ça n'aurait pas été Kamala Harris qui
recevait la France. Mais la ligne de Trump qui nous pousse, nous, à réfléchir à de nouvelles stratégies, nous, à réfléchir avec nos moyens à ce qu'on peut faire en étant français, en défendant nos intérêts, je pense que c'était le plus bénéfique plutôt que d'entrer dans ce grand bordel, dans ce grand mélange mondialiste que prenait Kamala Harris. Allez, Charles passe très vite et après Charles Danjou. Oui, alors d'abord, première chose, il ne faut pas oublier, même s'il y a toujours un fond d'anti-américanisme quelque part en France, la France et les États-Unis sont deux pays et deux nations indéfectiblement liées depuis 1776. C'est-à-dire que sans la France, les États-Unis n'existent pas. Sans les États-Unis, la France n'existerait plus. Il ne faut jamais l'oublier. Après, on peut avoir des divergences, etc. Mais ça, c'est posé. Ensuite, donc moi, effectivement, j'y suis allé. Nous n'étions que deux politiques à être à New York. Il y avait Sarah Knafo qui était allée et moi. On était les deux seuls. En fait, quand j'y suis allé, j'ai compris tout de suite. J'avais senti, c'est pour ça que j'étais allé, que c'était là où il fallait être et qu'il allait passer. Et quand je me suis baladé à New York, j'ai compris pourquoi il allait passer. Je suis allé prendre un petit déjeuner là, à côté de la gare centrale de New York, là où je vais en général quand je suis à New York, une espèce de brasserie classique, etc. Quand j'ai payé mon petit déjeuner, c'était $70, 70 € le petit déjeuner. J'avais jamais payé ce prix-là. J'ai discuté beaucoup avec les chauffeurs de taxi. Il faut toujours discuter avec les chauffeurs de taxi. C'est souvent des gars d'origine immigrée, etc. À New York, les types, ils votaient tous Trump. Vous discutiez dans les boutiques, dans les corners, les food trucks, etc. avec tous ces gens-là qui sont des travailleurs. C'est pas la upper class WASP habituelle. Ils votaient tous Trump. Et pour des questions de pouvoir d'achat, notamment. Et donc, quand j'ai vu ça, avant l'élection, j'ai dit « Ok, c'est bon, il va faire un score pas possible. » Et à Manhattan, il a fait un super score. C'est-à-dire qu'il tapait les 40% à Manhattan. À Manhattan. Donc c'était évident. Et il y a eu un espèce d'aveuglement des politiques aux États-Unis, en France, partout, et du mainstream, qui en fait ne veulent pas voir la réalité. Et ce qui est très intéressant, je suis tout à fait d'accord avec Geoffroy, pour nous économiquement, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais ça aurait été pas une bonne nouvelle non plus Kamala Harris. En revanche, moi ce que je vois poindre et qui est très intéressant, c'est que la contre-révolution anti-wokiste, elle a commencé là-bas. Et elle est partie, et elle part très très vite. Elle part très très vite, y compris maintenant même chez Disney, où ils sont en train de faire machine arrière. Et cette vague va arriver. Et Dieu merci qu'elle arrive très vite chez nous. En parlant d'anti-wokisme, il y a le fameux Omerta là, qui genre fait la pub, est sorti, donc qui est consacré à l'anti-wokisme. Charles Danjou, oui, l'événement international qui vous a le plus marqué. Je me dis, vous, que c'est plus du côté de l'Est que ça se joue, non? Pas forcément. Moi, je suis assez d'accord sur Trump. C'est-à-dire que ce côté un peu extraterrestre, il ne vient pas du monde politique, il n'en a jamais vécu, ne doit rien à la politique. C'est un self-made man et un homme qui est habitué au deal et qui est finalement assez libre et qui répond au rejet de la politique, je dirais, mainstream. Aux États-Unis, à tous les éléments de langage du Parti démocrate et même d'une partie du Parti républicain. Et en fait, ce que comprennent les Américains avec Trump, c'est surtout que c'est un patriote sincère. C'est quelqu'un qui ne doit rien à la politique et c'est quelqu'un qui est là pour faire quelque chose, pour réaliser des projets et pour faire avancer. Et donc aux États-Unis, c'est un succès et on le mesure d'ailleurs. Quand on voit l'acharnement, l'hostilité et l'hystérie qui a saisi la classe politico-médiatique en Europe, en particulier en France, à l'approche de Donald Trump, on comprend à quel point il dérange l'establishment évidemment démocrate américain, mais aussi la classe politique européenne, la classe politique française, parce qu'effectivement le plan c'était que Kamala Harris soit réélue et que par exemple sur la scène internationale, eh bien le soutien à l'Ukraine, par exemple, se poursuive sans condition. Et là, eh bien, avec Trump, en fait, tout est possible. C'est ce qui est intéressant parce que le jeu est en fait très ouvert. Et vous voyagez beaucoup du côté, je disais, de la Russie. Ce conflit-là, russo-ukrainien, vous le voyez comment évoluer? Alors moi, je ne crois pas du tout que Trump livre l'Ukraine comme ça sur un plateau à Vladimir Poutine. Il y aura une négociation qui dépasse largement le cadre russo-ukrainien. Dans la balance, il y a la relation des Russes avec les Chinois, il y a le Proche-Orient, il y a énormément d'aspects. Ce qui est sûr, c'est que on voit que les Russes, eux, sont prêts à poursuivre la guerre. Ils en ont les moyens économiques, financiers, industriels. Ils ont les partenariats énergétiques, stratégiques avec la Chine, avec l'Inde, qui leur permettent économiquement de continuer à financer cette guerre. Ils ont bien compris aussi que l'arrivée de Trump, c'était déstabiliser Zelensky et que je dirais, il pouvait obtenir beaucoup plus de choses. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce qui est très frappant, c'est que Trump émettant des réserves sur le soutien
l'intensité du soutien à apporter à l'Ukraine, ce soit les Européens, en particulier les Français, qui deviennent les jusqu'au-boutistes les plus radicaux, en fait, au niveau des démocrates américains comme Biden, voire même au-delà, quand on voit les positions du Jean-Noël Barrot ou du ministre des Affaires européennes, Haddad, on est vraiment à l'extrémité, on est au-delà de ce qu'a fait le Parti démocrate pour soutenir l'Ukraine, et c'est assez inquiétant. Ouais. Allez Sabrina, avant le mot de la fin de Geoffroy. Alors, sur la scène internationale. Alors, sur la scène internationale, deux choses. Donc, premièrement, la victoire de Donald Trump, puisqu'effectivement, elle a marqué une rupture avalisée entre les élites, le corps élitaire et le peuple, et notamment par justement les souches culturelles, les souches sociologiques électorales aux États-Unis qui sont diverses, mais en réalité en France nous avons exactement la même chose, c'est simplement que nous on a une bannière République une et indivisible, alors qu'en réalité elle est complètement morcelée, fracturée en termes de chapelle communautaire, et ça a été voulu et méthodiquement organisé par le politique depuis 40 ans, ça c'est une première chose. Donc il y aura, je pense, en France un avènement de ce type également, quelque chose qui partira des classes populaires et qui tendra vers un projet de droite nationale. J'en suis convaincue, entre les lubies délirantes des woke, qui sont complètement hermétiques en réalité au conformisme et à l'orthodoxie de certaines cultures, qui sont mais complètement incompatibles et qui agrégeront, je pense, différentes couches sociologiques de la société, auxquelles d'ailleurs on ne croit pas du tout en termes d'entente, mais qui, je pense, finiront par s'agréger pour porter un projet commun qui est celui de l'apaisement français. Ça, c'est une certitude. Deuxième chose, par rapport à Donald Trump, il y a quelque chose d'assez étonnant en termes de symbolique, c'est-à-dire que, et là j'ai parlé pour le coup concernant les femmes. Les femmes qui ululent, la masculinité toxique, c'est le retour du fascisme, les broderies, etc. Et c'est d'ailleurs même intéressant de faire une analogie entre le vote Trump et le vote Marine Le Pen depuis les européennes. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement interclassiste des points qui ont été gagnés chez les femmes qu'on estime comme étant des minorités, mais également chez les minorités dites ethnico-religieuses. Marine Le Pen, elle a pris 10 points chez les femmes aux dernières législatives, elle en a pris 20 chez les enseignants, elle en a pris 10, je crois, chez les retraités. Donc il y a un basculement en termes de déterminants sociologique des Français ou même des Américains, parce que là on parle de Trump, qui est très intéressant à observer. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une espèce de butée matricielle où, voyez-vous, ce sont les fascistes, ils incarnent le fascisme, et donc leur électorat, c'est un électorat blanc, pour ne pas, encore une fois, attaquer ce que l'on attaque, c'est-à-dire parce que c'est malheureusement le stéréotype. Le blanc, c'est le facho c'est le blanc, et ça peut être rien d'autre. Donc il y a un changement, une bascule dans le vote chez finalement dans tout l'ensemble, tout le corpus électoral qui compose une nation, que ce soit les États-Unis ou la France. Ça, c'est la première des choses qui m'a marqué moi, c'est vraiment ce changement-là, ce point de bascule-là. Et une deuxième chose qui m'a bien sûr énormément attristée et qui compte beaucoup, c'est l'emprisonnement de Boualem Sansal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde de 2024, on enferme un écrivain, et de voir et de constater et de réaliser qu'en France, il y a une souche culturelle qui soutient, qui cautionne l'arrestation d'un écrivain en raison, encore une fois, de cette extrême droitisation de la pensée parce qu'elle ne répond pas aux exigences d'une caste qui, de surcroît, est la plus autoritaire qui soit. Ça me désole énormément. Allez, on peut vous applaudir. Allez, le mot de la fin vous revient, cher Geoffroy Lejeune. Tout d'abord, une réaction suite à cette émission. D'abord, on était ravis de vous recevoir. Et puis, peut-être le vœu que vous formulez pour 2025. Vous avez prévu encore des choses qui ne vont pas se réaliser, donc, ou pas? Non, mais j'espère. Moi, j'espère une seule chose, c'est que le pays emprunte la voie du redressement. Ça va prendre du temps, mais qu'il y ait un petit mieux à la fin de l'année 2025 qui commence, et que les gens aillent mieux aussi, parce qu'on a des compatriotes qui souffrent, on en a beaucoup en fait, et moi c'est mon obsession quotidienne, c'est de me dire qu'il y a des gens qui en fait ne bouclent pas leur fin de mois, vivent dans la peur, ne sortent plus de chez eux, s'interdisent des sorties parce que ils ont peur de se faire agresser, vivent des deuils. Moi j'étais frappé par, c'était pas de l'international, mais par la mort de Philippine cette année, qui en fait a frappé une famille française. C'est ça, voilà, l'événement qui vous a peut-être le plus marqué cette année. Vous m'avez parlé d'international, donc je vous ai répondu sur Trump, mais la vérité c'est qu'en fait Thomas, qui était il y a un an, et Philippines, pour moi c'est l'enfer absolu. C'est un État qui sait plus
plus protéger ses concitoyens et une famille qui n'a rien demandé à personne, qui est frappée par la pire des violences, quoi. Donc pour moi, c'est qu'il y en ait le moins possible et qu'on emprunte la voie du redressement. On a l'impression que l'histoire se répète pourtant. Tous les jours en plus, parce qu'on n'en parle pas de tout le monde. Mais c'est la première chose. Et puis après, je vais quand même vous remercier, c'est Noël, mais je vais vous remercier. Moi, j'ai pas souvent l'occasion de faire des émissions libres. Enfin, libres, je dis pas qu'on n'est pas libre sur CNews, mais c'est plus cadré. C'est des émissions de débat où on débat de l'actualité, etc. Et j'aime bien, en fait, les formats que permettent Internet. J'ai une espèce de passion pour les chaînes en ligne, en fait. C'est peut-être l'avenir aussi. C'est clairement une partie de l'avenir, ça c'est sûr. D'ailleurs, vous aviez lancé VA+, ou Alors, c'est pas moi, mais oui, j'avais assisté au lancement de VA+, avec des petits jeunes qui avaient lancé ça dans mon dos quand j'étais à Valeurs Actuelles. Et le JDV, vous n'avez pas l'intention, tiens Si, franchement, il faudrait. On a un peu trop de boulot pour l'instant, mais à terme, il faudra qu'on le fasse, bien sûr. Et en fait, j'adore ce genre d'émission, j'adore ce format, j'adore la liberté de ton que ça permet, la capacité aussi de se parler différemment. Et le public qui vous réclamait, parce que je vous disais... franchement, merci à vous. Moi, j'aime vraiment beaucoup. J'étais venu il y a quelques années avec Martial Bild et j'avais vraiment adoré qui est dans les faire cette émission. Et donc, du coup, je suis hyper heureux de revenir. Merci donc à vous tous. Merci à toi, Eric. Et merci à vous qui êtes ici, parce que c'est un petit cadeau. Et joyeux Noël, Thérèse, puisque nous sommes diffusés le soir de Noël. En tout cas, c'était un plaisir. Donc, on peut applaudir bien fort Geoffroy Lejeune. Alors, pour bien terminer quand même, on va terminer avec un peu de cadeaux quand même. Les cadeaux, alors tout d'abord, la dernière caricature, alors elle est jolie celle-là. Enfin, les autres aussi, mais je veux dire, celle-là, elle est moins dans le ton humoristique. Face aux menaces de guerre, le message de Noël, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Voilà un beau dessin d'Ignace. D'ailleurs, si vous avez... c'est la période, si vous avez envie d'offrir des portraits ou des caricatures pour bien finir 2024 et bien commencer 2025, eh bien c'est simple, vous allez sur le site de notre ami Ignace, il va s'afficher à l'antenne, c'est designace.com. Et puis alors, voilà les deux derniers cadeaux d'Ignace. Tout d'abord, une jolie, un vrai beau portrait de vous, on va peut-être le voir, non pas à côté de moi, à côté de l'invité, s'il te plaît, Raphaël, voilà, il est là. Donc ça c'est pour vous, mon cher Geoffroy, et vous réjouissez pas trop vite parce que ça c'est la version caricature. Voilà. Donc on le met à côté, la version portrait et la version caricature. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous d'être venus. Donc d'abord Charles Prats, qu'on applaudit bien fort. Sabrina Medjeber, qu'on retrouve bien sûr sur CNews, bien sûr. Charles d'Anjou, le dernier numéro d'Omerta qu'on va rafficher à l'antenne, qui va faire un carton à n'en pas douter. Et puis, bien sûr, mon ami Radouane Kourak qui va revenir comme à chaque fois. Je remercie aussi, puisque derrière une Bistro Liberté, vous l'avez dit, tu l'as dit, puisqu'on se connaît un peu, cher Geoffroy, bien sûr, c'est Martial Bild qu'on peut applaudir très fort, qui est le directeur de TVN, mais qui est surtout celui qui a lancé Bistro Liberté, qui m'en a donné on va dire la gestion. En tout cas, merci beaucoup mon cher Martial. À la réalisation, il y avait Raphaël ce soir. Au son, il y avait Pierre accompagné d'Edouard. On les applaudit bien fort. Au cadre, derrière les caméras, ils étaient 3 ce soir. Il y avait Maxime que je devine ici, Charles ainsi que Constance à ma gauche. Et à la production, bien sûr, Arnaud, ainsi que l'irremplaçable Marine, qui est derrière. Et puis, on n'oublie pas, bien sûr, Charles Mathieu à l'ouverture des bouteilles. On se retrouve l'année prochaine. On vous souhaite un très, très joyeux Noël à vous tous qui êtes là avec nous. On se retrouve donc l'année prochaine. Ce sera le 8 janvier. D'ici là, passez autant que possible de bonnes fêtes. Et puis, on pense à ceux qui sont seuls ce soir aussi. Regardez TV Liberté. Bye bye. À l'année prochaine.